Mesdames et messieurs, le Carré rond, saison 7, épisode 18, après une petite semaine de vacances. Bien heureux de retrouver mes chums Steve et G-Central. On va tout de suite commencer par la nouvelle du jour, la nouvelle très triste, mais en même temps qu'on peut pas faire nécessairement nos grands surpris. Terry Funk n'est plus, le grand Terry Funk, le middle-aged and crazy lutteur légendaire avec une carrière d'une 50aine d'années, ancien champion NWA, ECW, Frontier Martial Arts Wrestling, WCW avec son fameux programme avec Ric Flair, le Pile Driver à travers la table, le fameux Empty Arena Match, My, avec Jerry Lawler dans le temps de Memphis Wrestling. Une Chainsaw Charlie, parce que le tata de Kevin Dunn pensait que le monde ne saurait pas c'est qui Terry Funk à New York. Une légende parmi les légendes, des anecdotes et des anecdotes et des anecdotes avec son frère, avec Dick Murdoch, avec Mick Foley, donc voilà, il a rendu l'âme aujourd'hui, 79 ans, il souffrait, il combattait la démence et diverses conditions. Moi, je disais ça à JC hors micro tantôt. Tant qu'à moi, c'est miraculeux qu'il se soit rendu à 79 ans. Plus de genoux, plus de coudes, plus d'épaules, plus de rien. Là. Il a littéralement donné son corps à cette forme d'entertainment-là. Appelez ça comme vous voulez, si vous voulez dire. Il a offert son corps pour divertir les gens pendant 50 ans. C'est ce que je retiens de Terry Funk. Et un malade. Un malade. ECW n'aurait pas été ce que ça a été sans lui. Quel homme légendaire, issu d'une famille, deuxième génération. Son frère Dory était champion de la NWA. Son père Dory Senior, un shooter parmi les shooters qui a fait l'école d'Eddie Graham avant de partir ses propres affaires. En fait, il a lui-même été une influence sur Eddie Graham en Floride. Le Boys Ranch, toutes ces affaires-là, c'est toute une influence. Puis il n'y a pas de joke à faire. Il n'y a jamais eu d'allégation ou quoi que ce soit. Là, c'était vraiment une figure prédominante du Texas de l'Ouest. Et donc, une légende qui nous quitte. Mais en même temps, je pense qu'on peut dire sans trop se tromper qu'il ne souffre plus. Moi, j'ai l'impression que ce gars-là, depuis 20 ans, juste se traîner, ça devait être un supplice. Au-delà des maladies dont il aura souffert par la suite. Fait que dire? Steve, souvenir de Terry Funk? Ah oui, donc. Écoute, moi, là, j'ai 3 souvenirs de Terry Funk bien précis. Il y en a un premier, écoute, je suis jeune, je me rappelle, il fait son entrée dans le ring. Puis il voulait bâtir une feud avec le Junkyard Dog. Puis Terry Funk, c'était une personne racisée qui ramassait les vêtements. Avait passé le gars par-dessus le 3e câble, puis il l'avait battu. Puis il avait joué l'angle raciste à la WWF à l'époque. Puis ça, je me rappelle de ça. Parce que ça m'avait marqué. Il y avait un fer, puis il marquait. Là. Oui. C'est ça. Il est marqué de son fer, un peu comme on marque du bétail. Là. Oui, puis... le Double Cross Ranch, qui est son vrai ranch, d'ailleurs. Puis, sinon, l'autre souvenir que j'ai de Terry Funk, ça a été un des premiers gros matchs hardcore que j'ai eu, qui était Terry Funk contre Cactus Jack au Japon. Ouais. Un match de fou. Là. C'est là que, justement, Cactus Jack se blesse, puis il y a une partie de l'oreille qui part. Là. Non, ça, c'est en Allemagne, puis c'était pas contre Terry Funk. Ouais, OK. Ouais. Mais non, puis gros, je lève mon chapeau à un gars comme Terry Funk parce que c'est clair que faisait des années qu'il a continué à lutter puis qu'il avait mal partout, ce monsieur-là. Ah, ben oui, c'est clair. Même dans Beyond the Mat, on le voit, là, il a de la misère à se traîner. Là, ça n'a pas de bon sens. Là. C'est tourné en 98-99, si je ne me trompe pas. C'est là que je m'en allais. Oui, on l'a vu il a apparu dans Roadhouse, il a apparu aussi dans Over the Top avec Stallone. C'est un des goons du méchant, puis tout ça. Puis trompez-vous pas, hein, quand tu sais, souvent on dit ça c'est un legit badass ou whatever. Ce n'est un vrai, là. Mais en plus, il jouait dans les films, mais il avait la gueule de l'emploi. Il n'avait pas la face d'un gars de Taker.
Moi, ce que je me souviens de Terry Funk, ça rend à ICW. Moi, j'ai bien suivi ça. L'autre affaire, Chainsaw Charlie, le dumpster match, la patente, la run à WWE avec oui, ça va être cool. Écoute, c'était bon, ça. Puis, écoute, moi, la façon que Mick Foley racontait ça, quand on était allé le voir aussi, Martin, qui parlait du Hell in a Cell, puis qui disait que l'Undertaker avait demandé à Terry Funk, check if he's alive. Ouais, il est-tu mort, c'est ça? Oui, parce qu'il regardait ses pieds, en fait. Lui, tout ce qu'il regardait quand il était encore. La deuxième shot, là, à travers la clôture Frost, la deuxième fois, Taker, il regarde les pieds de Mick Foley pour voir s'il bouge. Puis il bouge pas. Puis là, c'est là qu'il dit à Terry Funk, check if he's alive. Écoute. Des souvenirs de même. Mais écoute, carrière de 50 ans. Moi, je vous ai pas mal dit mes souvenirs. Il y en a un peut-être que moins de gens connaissent ou peut-être du monde un peu plus hardcore. Le fameux Three-Way Dance avec Sabu puis Shane Douglas à ECW. Un moment donné, il y a un spot. Les trois se font la prise du sommeil. Oh my God! C'est un match qui avait vraiment mis Shane Douglas over. Sabu l'était déjà pas mal. La deuxième affaire, c'est invariablement le Empty Arena match. Il faut qu'on fasse un watch-along de ça. Fait que Terry Funk arrive dans le territoire de Memphis, puis là, ben, il cherche Jerry Lawler, puis Jerry Lawler, Funk prétend que Jerry Lawler n'arrête pas d'essayer de l'éviter, puis tout le kit. Fait que là, à un moment donné, il demande à Lance Russell, qui était le JR de Memphis, si tu veux, il va être quand à l'Arena? Je me souviens pas de toutes les circonstances, mais en tout cas, ça finit que les deux sont dans l'Arena. L'Arena est vide. Il y a juste Lance Russell et un caméraman. Puis ils ont un match. Jerry Lawler, moi, toujours me souvenir, Jerry Lawler est habillé en blanc. Il est tout en blanc. Il est face. C'est lui qui est face dans ce cas-là. Puis, ils ont un match. Puis là, ben, à un moment donné, ben, puis ça revole. Là. C'est plein de chaises vides. Les chaises revolent. Ils se garagent. Tu sais, l'équivalent d'un hardcore soft, là, mettons, de l'époque, là. Pas ECW, puis pas AEW, là, en bas de ça. Puis là, ben, à un moment donné, je ne sais plus si c'est Terry Funk qui arrache une patte de chaise, puis Jerry Lawler vient en bas d'y enlever. Puis là, ben, le spot, c'est que Jerry Lawler, il sac un coup d'en face à Terry Funk. Puis là, Terry Funk abdique parce qu'il dit que le coup l'a frappé dans l'œil. Mais là, c'est comment qu'il vend, c'est comment qu'il sell. « My eye! My eye! » Puis il crie comme un perdu dans le ring. L'aréna est vide. C'est hyper impressionnant. Je pense bien sûr au dumpster match avec les New Age Outlaws. Puis le but, c'était d'élever, bien sûr, les New Age Outlaws. Puis il a été champion par équipe à cette époque-là, pas longtemps. Ouais. Et sinon, le spot, c'est Ric Flair qui est champion. Ça doit être en 88-9 à peu près. Ric Flair est champion à WCW. Terry Funk arrive dans le territoire. Il s'en va. Il est en tuxedo. Il s'en va dans le ring pour féliciter Ric Flair. Tout le kit. Puis, yes, sir, Ric Flair, you're so good. C'est quoi dans son expression? Egg-sucking. You egg-sucking dog. Puis tout. Puis là, il fait un pile driver sur la table. Mais c'est probablement le pile driver sur une table. Je me demande si c'est gimmick ou pas. On pense tous que Ric Flair il est mort. Puis sinon, mon dernier souvenir, écoutez bien ça. Ça, c'est capoté. Si vous pouvez trouver ça sur YouTube, allez chercher ça. Devin Nicholson l'invite pour il starte une feud avec lui. Ils sont à Thunder Bay, en Ontario. Il cale une conférence de presse. La conférence de presse, ça tourne au vinaigre. Et Devin Nicholson sac une claque d'en face à Terry Funk. Peut-être une journée, 2, 3 après, je ne sais pas c'est quoi la logistique des événements. Terry Funk, il coupe une promo relativement à ça. La moitié de la face de Terry Funk est bleue. Puis c'est pas du maquillage, là. Tu vois les tempes de main, là. C'était chaud, la claque, là. Puis t'as jamais entendu Terry Funk parlant mal de Devin Nicholson, de dire qu'à Great North Wrestling, c'était pas correct. Jamais, man. Fucking C'était ça, Terry Funk. Un vrai. Une légende. Voilà. Hey, les gars, puis je vous l'annonce, je vous le donne en mille la semaine prochaine. Lutteur old school, Terry Funk, on passe à travers. Si ça prend 1 heure, on va passer à travers. On va sortir des extraits, on va regarder des affaires, on va être fun.
Mais là, je parle de quelqu'un qui n'est pas un vrai fan de lutte. Et là, ne vous inquiétez pas, je ne mélangerai pas les univers. Je ne mélangerai pas ce que je fais ailleurs puis ce qu'on fait ici. On va parler de lutte. Jeff Fillion était à Raw à Québec cette semaine. Il a pris une photo. Il était pas mal ringside. Là. Il était comme sur un des coins, là, vraiment. Pas première rangée, là, mais super bien spoté. Est-ce qu'il s'était rendu là? Je ne sais pas là, comment il a pris les photos, parce que ça n'a pas l'air d'être pendant le gala, parce que les sièges sont vides. Et là, il a tweeté « Zéro woke, #Raw ». Moi, je veux juste parler 2 secondes du fait que, encore une fois, vous avez le droit d'aimer Jeff Fillion, vous avez le droit de ne pas l'aimer, mon opinion ne vaut pas plus que la vôtre. Moi, ce que je retiens de cette affaire-là, c'est que faut que tu sois maillet solide pour pas savoir que la WWE est probablement une des compagnies les plus fucking woke de la Terre. En effet. Ces workers se promènent avec de la merch Pride. Regarde, là. Il n'y a aucun doute que ce soit Xavier Woods, que ce soit Finn Balor qui se promenait maintenant avec du gear, du ring gear qui était aux couleurs de Pride, que tu parles de... Il est rentré à WrestleMania avec du Pride, oui, Finn Balor. Que tu parles de... Voyons, c'est pas je vais la nommer, elle est blessée, là. Elle vient de... Voyons. Sonya Deville. Sonya Deville, qui fait partie de la communauté LGBTQ. Peu importe. Il n'y a aucune question à l'effet que la WWE est woke, elle supporte la différence. Puis pour que tu ailles tweeter ça, non seulement c'est du clickbait vraiment cheap, mais en plus, regarde, je vais utiliser l'exemple que j'utilise tout le temps, les boys. Si tu sais que la WWE est woke puis tu fais ce tweet-là, t'es un cave. Puis si tu sais pas que la WWE est woke et que tu fais ce tweet-là, t'es un cave. Ouais. Vas-y, Steve. Moi, je veux juste ajouter quelque chose, puis je pense que c'est important. La WWE est une entreprise excessivement inclusive. Tout à fait. Et juste de même, là, je sais que tu m'écoutes pas, Jeff, là. Puis Non, je comprends ça, mais si quelqu'un connaît Jeff Fillion, envoyez-y juste ce clip-là. Là. Le livre qui s'est le plus vendu de l'histoire de la WWE, là, un des livres, c'est Accepted, c'est la vie de Pat Patterson. Ah ouais, c'est et ça ne parle pratiquement... Il y a des chapitres et des chapitres complets consacrés à son homosexualité. Ah oui. Puis écoute, même tu penses-tu, toi, puis ça fait pas 40 ans de ça, là, tu penses-tu, toi, que Legends House, là, quand que Pat, il fait carrément son coming out au restaurant avec les gars, qu'il y aurait, tu sais, si ça avait été une compagnie anti-woke, tu peux être une organisation woke puis avoir un président directeur général qui est pro-Trump, là. Ben oui. Ça se peut, ça, c'est maillet. Oh, oui, tout à fait. Écoute, tu sais, c'est juste. Et on a eu, excuse-moi, Steve, tu sais, la WWE s'est ajustée quand il y a eu le petit scandale d'Aaron Young. Oui. Quand Aaron Young avait fait son coming out, ça avait un peu mal passé au début. Puis, médiatiquement parlant, la WWE avait été critiquée pour ça. Ça n'arrivera plus, ça. Non, puis, regarde, il y en a 3, en fait. Il y a 3 situations qui se sont déroulées au sein de la WWE pendant les, je te dirais, 20 dernières années. Il y a eu Darren Young. L'autre, c'était Orlando Jordan. Son nom, il s'est ramassé à Impact. Orlando Jordan, que lui c'était carrément, lui, ce qu'il affichait, c'était plus quelque chose qui ressemblait à la bisexualité, je te dirais. Là. Puis, tu as eu Canyon. Oui, bien sûr, Chris Canyon. Ben oui, fait que... Est-ce que c'est Canyon qui est devenu trans? Puis, non. C'est qui? C'est un lutteur de la WCW qui est devenu trans. Maintenant, il fait des apparitions publiques en femmes. Tout à fait. Il y a un ancien de NXT aussi là, que je vois sur TikTok. Tyler Rex. Oui, ben c'est ça, parce que celui qui est trans, voyons, il y avait des gros dreads, là. Il y avait un wife beater. Oui. Il était dans le Raven's Flock, là. C'est pas, je veux le nommer. Boston Pat va se rappeler de ça, là. Mais tout ça pour dire que faut vivre sur une autre planète, penser qu'en 2023, la WWE... Ben, faut pas que tu connaisses ça. Non, c'est ça. Faut que tu sois ailleurs complètement. Puis même à ça, là,
C'est quoi ton but, Jeff, de faire ça? Autre que pour attirer de l'attention encore d'une mauvaise façon. Écoute, arrête. Tu sais, je veux pas être méchant, mais Radio X, on dirait qu'ils aiment beaucoup les épais parce qu'ils en ont engagé une maudite gang à l'époque. Ouais, mais il est plus là, Jeff. Ouais, à l'époque. Ouais. À l'époque. Ouais. Il y en a 2 qui sont très, très, très maillets qui ont passé par Radio X. Ben, regarde bien, là. Ben, il y en a un qui est encore là. Moi, Dominique Morue, là, je suis pas capable. Là. Mais de toute façon, on partira pas là-dessus parce que mon chum, notre chum, en fait, Nick Dénommé, il a tweeté quelque chose de pas mal intéressant aussi hier suite à cette affaire-là. Il est allé chercher une capture d'écran dans laquelle on voit des citations de workers de la WWE et des affirmations qu'ils ont fait par rapport à tout ça, là, l'acceptation LGBTQ puis l'inclusion. Bayley qui dit « L'amour, c'est l'amour, ça n'a pas de sexe, ça n'a pas de race, ça n'a rien. Nous devrions tous être capables d'accepter ça. » Becky Lynch, il n'y a rien qui est un obstacle. Il n'y a aucune raison pour que quelqu'un qui est membre de la communauté LGBTQ puisse atteindre le top en n'importe quoi. Tout est possible pour absolument tout le monde. Charlotte Flair, il n'y a rien de mieux que l'amour et blablabla. Vous voyez le genre, là? Mandy Rose, même affaire. Xavier Wood, gardez votre tête haute. Aimez ce que vous faites. Si vous pensez qu'il n'y a pas assez de représentation dans quelque chose, battez-vous. La représentation va venir. Ne tournez pas votre dos à quelque chose parce qu'il n'y a pas de support de votre différent. Attends, un dernier. Seth Rollins. Il y a bien du monde qui n'ont pas de voix et qui font partie de minorités. Pas moi. J'ai envie d'être quelqu'un qui n'est pas une minorité, mais qui est de votre côté pour pouvoir parsemer votre message. Hey, Jeff! Allô? Mais s'il est allé à Raw, il n'a pas vu l'entrée de Seth Rollins, lui. Ben, il n'est pas rentré. Ah non, c'est vrai. C'est que moi, je me trompe avec le Super Show. Mais tu sais, même s'il écouterait la AEW, il y a un gars qui est super over à AEW qui s'appelle CM Punk, qui est woke as fuck. Ben oui, la très grande majorité sont... d'autres chandails de Pride, justement, puis des chandails pro-abortion, puis pro-choice, tout ça. Ouais, là, attends un petit peu. T'as pas dit pro-abortion, tu voulais dire pro-choice. Pro-choice, c'est ça, je me suis trompé. Bon, pas de problème, ça arrive au meilleur. Mais tout ça pour dire que, Gast, il aurait pu passer son tour, puis j'ai 2 cartes, puis réclamer 200 s'il passe à go. Oh ouais, puis regarde Nick qui vient d'embarquer, là. Tu sais, on dirait que le styliste de Seth Rollins, c'est celui de Liberace, là. Non, chez moi. Tout à fait. Effectivement. Fait. Moi, ce que je peux dire, en tout cas, c'est qu'au Québec, ça fait plus de... ça fait au moins pas loin de 20 ans que je joue sur la ligne, puis ça passe super bien. Ben oui, exactement. Ouais, toi, c'est parce que toi, t'es woke, là. T'es un hostile woke. Oui. Hey, mais là, je vais vous parler d'un autre maillet. J'ai longtemps et souvent prétendu la chose suivante. Je pense que Vince Russo, là, on reste calme, je parle pas de maintenant, je parle à l'époque de l'Attitude Era. Je pense que Vince Russo était quand même un gars qui a eu des contributions à faire en sorte qu'il y a eu plus de gens qui ont eu les yeux devant le produit. OK? Je ne suis pas en train de dire que ce gars-là, c'est le meilleur booker de l'histoire de l'humanité. Je ne suis pas en train de rien dire de ça. Sauf que je l'ai toujours quand même un petit peu défendu, même si je suis un fan fini de Jim Cornette, OK? Qui le déteste. Jim Cornette affirme même que dans son testament, c'est écrit que Stacy, sa femme, doit prendre un échantillon de son urine dans l'éventualité où il meurt avant Vince Russo pour que lorsque Vince Russo décédera, il sera possible d'aller en verser sur sa tombe. Je vous niaise même pas, là. Il l'haït à ce point-là. Ah, j'en doute pas une seconde. OK? Donc, puis il a même dit à Stacy que si Vince Russo décédait avant lui et que Stacy ne l'amenait pas sur la tombe de Vince Russo pour uriner sur celle-ci, qu'il la déshéritait. Je le crois. Il est malade, Jim Crockett. Ah oui, non, Jim Crockett, Jim Cornette. Bon, je suis convaincu qu'il est sincère là-dedans. Moi. Mais là, depuis quelques années, la gamique de Vince Russo, c'est ça a eu plusieurs noms. Là, voyons.
Là, ça s'appelle Channel Attitude, mais avant ça, ça s'est appelé autre chose. Russo's Brand. Après ça, ça a été Pyro and Ballyhoo. Bon, le gars, il est sur le net, ça fait 20-25 ans. Puis il y a beaucoup de petites affaires qui sont derrière un paywall, puis tout ça. Moi, j'ai déjà fait partie de sa communauté. Puis là, à un moment donné, je coupais dans les affaires que je regardais quand j'ai parti le podcast, en fait. Et puis là, sa nouvelle gamique, c'est de dire « J'écoute la lutte, mais j'haïs ça. Je l'écoute juste parce que Sportskeeda puis d'autres sites web me payent pour faire mes critiques de la lutte. » OK? Fait que là, s'il disait « Ah, c'est bon, c'était bon », ça pognerait pas, right? Tu sais, Castrating de Marks, qui est son show le plus populaire, tu sais, il ramasse tous les commentaires de sans dessin des critiques de lutte, tu sais, comme Dave Meltzer, comme tout le monde, comme Wade Keller, puis tout ça. Toutes les fois qu'ils sont pommés devant un lutteur, ils rient d'eux autres. Puis tout, puis c'est bon, c'est drôle, OK? Sauf que c'est pas parce que j'écoute ça que je ne sais pas que des fois, il est cave. Et là, il vient de l'être solide. Parce que il a pris d'assaut Twitter après avoir regardé Raw. Puis là, il a décidé que, bon, les statistiques ont été un peu en sa faveur parce que ce qui est arrivé, c'est que le Raw qui s'est passé à Québec, les stats, là, les ratings, là, c'est les pires depuis janvier 2023. OK? Fait que ça, c'est sûr que c'est pas bon. Puis c'est sûr qu'ils vont faire valoir le fait que, surtout si tu es un peu un hater, puis tu sais, tout ça, c'est que c'est sûr qu'ils vont faire valoir le fait que c'est parce que qui était à l'avant-plan, c'était KO pis Sami, c'est sûr. Ouais. Fait que là, les affaires les affaires ont un peu roulé pour lui parce que les stats, ils ont donné raison. Les ratings, ils n'ont pas été au rendez-vous. Puis, on va se le dire, ça n'a pas été le meilleur Raw de l'année. On va se le dire. Là. Non. Bon. On va en parler après, de toute façon, puisqu'on va revenir là-dessus. Puis, on a du monde dans le chat qui était présent en plus. Mais là, fait que là, c'est juste de ça que je veux parler vite fait. C'est que je suis un peu tanné de ça. Puis nous autres aussi, là, je dis pas qu'on n'a pas déjà fait ça, mais je suis content qu'on tombe pas trop là-dedans. Faut faire attention. Faut faire attention de ne pas tomber là-dedans. C'est sûr que si on est toujours d'accord avec ce qu'on regarde, à un moment donné, on va se dire, ouais, mais c'est plate notre show. On tripe sur tout qu'est-ce qu'on regarde. Des fois, il ne faut pas être d'accord. Puis il faut juste en être conscient, mais il faut rester honnête. Il ne faut pas dire, ce soir, on va chialer, ça va être bon. Puis c'est pas ça. Sauf que par contre, et là, je me ferai pas d'amis. Je le sais que je me ferai pas d'amis, mais l'Open de Sami à Raw, c'était fucking trop long. OK? Il vient pas d'annoncer qu'il prend sa retraite, là. Puis c'est pas un pay-per-view, là. OK? C'était trop long. Moi, j'ai avancé, là. Un moment donné, olé, Sami, olé, Sami, 20 minutes, là, non. Moi, je fast forward. Tu sais, puis il l'a tellement milqué, là. Tu sais, il aurait pu rentrer 10 fois sur le mic, là, puis là, il attend. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve quand c'est Sami, ça m'énerve quand c'est Cody, ça m'énerve quand c'est tout le monde, quand c'est ceux que j'aime, quand c'est ceux que j'aime moins. Ça m'énerve tout le temps. Sur place, ça devait être fantastique. Mais c'était pas un house show, les amis. C'était un TV taping. Puis ça, là, c'était live. Fait, ça, là, moi, je te garantis que c'est pas une bonne idée de faire ça. Peu importe t'es où, puis peu importe que le gars est over, pas over. Attends un peu, JC. Il n'y a pas de différence pour moi entre ça puis les promos de 20 minutes dans le temps de la Corporation avec Triple H puis Stéphanie. Il n'y a pas de différence. Vas-y, JC. Écoute, déjà là, tu l'as dit, l'intro a été longue. C'est vrai, c'était super long. Puis, il y a eu un autre moment qui était long pendant ce Raw-là, puis qu'on en parle un peu, là. Trish Stratus puis Becky Lynch. Oh! C'était cringe. Je voulais mourir. Tu voyais que Trish n'était pas là. On dirait qu'elle se rappelait plus de son texte. Elle se rappelait plus de ses cues. On voyait qu'elle regardait Becky d'une façon, donne-moi du fil quelque chose, tu sais. Puis, non, écoute, c'était long. Puis la foule, on s'en calisse. Écoute, ça, c'était magique, là. Ah, écoute, moi, je garde tout ce que je dis, là. Je suis content pour le monde qui était là. Je suis content pour eux autres. Vous avez trippé, vous avez des frissons. C'est merveilleux. OK? C'était pas un house show. C'était un TV taping. That's it. C'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis. Puis moi, je pense que pour nous autres, c'était cool. Pour les gens dans la salle, c'était cool. Mais pour le fan moyen aux States, là, il se sent pareil comme on se sentait, nous autres, le 3 ans avec Roman, quand il voulait nous le pousser dans la gorge. Là, t'aboutis-tu, là? C'est sûr.
c'est pas bon. Moi, je pense qu'au final, c'est pas super bon pour Sami non plus, puis KO. Puis, tu sais, tu le sens tellement, en plus, que, tu sais, la toune à Sami, elle joue plus longtemps quand ils s'en viennent au ring. Tu sais, tu le sens qu'il y a un push Sami, parce que, je vais le répéter, Sami Zayn, c'est le meilleur comédien de la WWE. Il n'y a personne qui touche à ce gars-là. Personne. Même pas proche, là. Même pas, ouais, non. Même pas proche. Ben oui, Boston Pat, je comprends que c'était la première fois que Raw était à Québec. Je m'en sac. Je m'en fous. C'est pas un house show. Fin, c'est tout. Fais ça à Laval. Fais ça un house show quand ça va être à Québec à un moment donné. Mais là, il faut regarder plus loin que notre nombril. C'est un TV taping qui était national, qui était diffusé partout où est-ce que le monde regarde Raw. C'était pas un house show. C'est tout ce que je dis. C'est rien contre Sami. Je l'adore. Ouais. Mais c'était pas stratégiquement une bonne idée. Même si c'était la première fois. Le gars qui regardait ça à Nashville, chez eux, là, à 60 pouces, il sent crise que ce soit le premier Raw à Québec. Fait que voilà. Excusez, là, j'ai fini. Hey, Martin, tu viens de parler c'était pas un house show. Je suis d'accord. Je le sais, Pat, que c'était à Laval. Là. Steve va nous en parler. Là. Je suis très au courant. C'est en plein ça que je m'en allais. Pat, va pas trop vite. Là. Écoute-nous. Là. Moi, j'étais présent avec mon fils à Laval dimanche passé. On a eu un bon show de lutte. C'était réellement un house show. Puis j'ai le goût de vous parler de ça un peu. Premièrement, moi, on est arrivé là, puis veut pas, là, c'est pratiquement impossible d'aller dans un show de lutte sans que des gens viennent me voir parce qu'ils m'ont déjà vu faire de la lutte. Tu sais, je te dis pas que c'était 100% du monde qui était là parce que, tu sais, veut pas, là, j'ai vu beaucoup de petites familles qui étaient là. Du monde avec des enfants, là, puis ça faisait à fil là, pour acheter des ceintures, des T-shirts. La WWE sait comment ça marche. Hein? Ben oui, c'est sûr. Donc, nous autres, on s'était fait pousser dans la gorge d'être là à 18h30. Pat Laprade et Kevin Raphaël avaient tweeté ça partout. Hey, manquez pas ça à 18h30, soyez là. Finalement, c'est qu'à 18h30, Baron Saxton a sorti et il a présenté Pat Laprade et Kevin Raphaël qui sont rentrés puis ont tenté de mettre de l'ambiance. Là. Laval est devant en forme plus fort. Tu sais, les clichés, là. Puis... ce que je retiens de ça, c'est qu'après ça, ils se sont promenés dans la foule après leur intervention pour prendre des photos avec le monde. Là. Écoute, t'as-tu le fun? Bon, le monde a aimé ça, c'est parfait. On s'en va là-dessus. Le show a commencé pile à l'heure parce que c'est pas vrai que ça commence avec des 15-20 minutes de retard. Là. Les boys, ils reprenaient toute la route pour Québec après. Donc, dès 19h, la musique de KO à part. Après ça, on a celle de Sami, on a celle de Drew McIntyre, 3 contre 3, face à Imperium. Combat qui a été super correct, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais pour résumer le show, là, ça va être simple, une maudite belle soirée. Les house shows, ça ressemble plus un peu à de la lutte indie, là, avec des interactions avec le monde, parce que justement, ils ne sont pas là pour 12 minutes 30. C'est ça. C'est ça. S'il y a eu un moment ennuyant en soirée, ça a été celui de Becky et Trish. Puis moi, pour vrai, là, quand je me dis qu'on a encore un autre Raw à se taper ça avant le pay-per-view pour leur fameux match en cage, je me demande comment ils vont faire. Ben là, c'est parce qu'il y a Becky Lynch contre Zoe Stark. Fait que, ils vont faire du pouce là-dessus. Ouais. La carte... dans l'ordre, ça a été la carte identique à ce qu'il y a eu à Ottawa. Kevin Owens, Sami Zayn, puis Drew McIntyre contre Imperium. Rhea Ripley contre Natalia. Io Sky contre Charlotte Flair puis Asuka. Damon Priest contre Cody Rhodes. Cody Rhodes a été le babyface le plus over de la soirée. Okay. Cedric Alexander, Sheldon Benjamin puis Austin Theory contre AJ Styles, Luke Gallows puis Carl Anderson. Après ça, Trish Stratus contre Becky Lynch. On a eu la finale de la soirée qui a opposé Seth Rollins à Finn Balor. Il y a eu un Raw 2 jours après à Québec, les boys, je suis sûr que vous l'avez écouté. Ben oui. C'est vrai que c'était pas un gros Raw, mais je sais pas si vous avez vu la promo que Kevin a cotée après un coup que les caméras sont tombées off. Non, ça, j'ai pas eu la chance de voir ça.
Kéo a pris le micro, puis il a dit que sans la NSPW, il ne serait pas où ce qui est là, puis a encouragé les gens de Québec à aller voir la NSPW. Très, très C'est une belle plug. C'est une belle plug, en effet. Une maudite belle plug. Puis vu que vous avez écouté Raw, parce que je vous ai emmené sur une première actualité, parce que moi, je suis un gars de même, vous avez certainement vu, les gars, puis appris que John Cena va être présent à SmackDown le 1er septembre. Moi, je capote. J'ai déjà commandé mon drink. Ah ouais. On va-tu le voir ou ça va être You Don't See Me? Hey, avez-vous vu le meme, un des meilleurs memes de l'année que j'ai vu, moi? Avez-vous vu le meme de la personne qui dit qu'elle est allée se faire un tatou de John Cena sur l'avant-bras? Ah oui, j'adore ça. Là, il enlève la feuille, tu sais, qui cache le tatou, puis il n'y a rien. C'est ça. Oh, non, j'adore. Je ne m'attends jamais de ces gags-là. Ah ouais, Mais là, ils ont annoncé Cena pour le 1er septembre, mais aussi pour le show en Inde le 8 septembre. Ouais, ben c'est ça. Là. Mais tu sais, là, Cena, là, l'affaire qui arrive, là, mon interprétation de tout ça, là, c'est que, il va se faire une coupe de gros chèques, c'est parfait. Puis il va mettre des fessiers d'un siège, il n'y a pas de trouble là. C'est clair, en Inde, il va attirer bien du Tout à monde. fait. Mais là, c'est parce que John Cena est arrivé quelque part dans sa carrière où c'est bon pour lui aussi. Ben Vous oui. allez juste voir Cena dans des gros marchés. Là. Parce que là, il va faire des films. Fait que là, le monde va aller le voir dans les événements de la WWE. Là, il va sortir un film. L'Inde, c'est 1 milliard de personnes. Rappelez-vous de Jinder Mahal. Rappelez-vous de toutes les gamiques qu'ils ont faites justement pour... Great Khali. Ben oui, de Great Khali qui était... Fait que c'est bon pour eux autres. Là, ce qui m'intéresse de voir, c'est que, tu sais, John Cena, là, il va avoir 75 ans, tu vas pouvoir lui donner un mic, le mettre dans le milieu du ring, il va te faire une bonne promo. Aucun doute. Ça, c'est sûr. T'sais, Legit. Tu peux pas être tu peux pas être un rappeur décent puis pas être bon sur le mic, que tu sois en train de rapper ou de parler. Par contre, ben là, ça va être son work rate qui va être le problème. Parce que tu peux pas, Steve va vous le dire, tu peux pas. Puis je me sac qu'il aille au gym à tous les jours, qu'il fasse des squats puis des free weights. C'est pas pareil. Là. Non. Le ring rust, c'est pas comme pas être. Tu peux être très en forme physiquement puis être rouillé du ring. Les cordes dans le dos, puis tu sais, là. On l'a vu à WrestleMania, Martin. Ben voilà, exactement. Et puis bon, c'est sûr que John Cena, c'est une valeur sûre. C'est un excellent ambassadeur à l'étranger pour la WWE pour attirer les grosses foules. Puis ils vont lui donner un combat contre Grayson Waller, contre quelqu'un d'impertinent, contre Austin Theory. Que ça lui fait pas mal de perdre contre eux autres. Ben, puis John Cena peut arriver n'importe quoi. Comme Jinder Mahal, parce que Jinder Mahal va être le héros local. Ils peuvent pas envoyer Cena contre ces gars-là. Fait que, Non. Et à ce moment-là, non. Mais moi, pour revenir à Raw, il y a quelque chose que j'ai vu à Raw, je n'avais parlé dans le dernier épisode. Gunther contre Chad Gable. C'était le moment de la soirée, là. Ah, c'est ça qui a volé le show. Tout à fait. Ils ont été incroyables. Le show, il est là. Puis la manière qu'ils ont fait perdre Gunther, c'est tellement du bon booking. C'est tellement parfait. Ça met les deux over. Ça fait pas mal à Gunther. Ça fait Gable. Il a full cred. C'est très bien fait. Très bien fait. Puis c'est le match de la soirée. Faut que tu aies des couilles de béton, les boys, là, pour prendre la souplesse que Gunther a pris. Tu sais, une German souplesse en bas du ring, là. Ah non, n'importe. Ben oui, puis par-dessus la rail en plus. Fait que, tu sais, l'autre bord, il n'y a rien, là. C'est ça, il est tombé sur le béton, puis... écoute, mais ça a été tout un combat, puis il a été long en plus. Puis bon, ça s'enligne sûrement pour un rematch à Payback, mais c'était le meilleur match, le meilleur moment de la soirée, selon moi. J'ai beaucoup apprécié le fait que les deux gars sortent tout seuls. Mais il y a eu, tu dis ça, hein, JC, mais il y en a eu un autre que ça a été le meilleur moment de la soirée. Puis là, je vous mets en contexte. Premièrement, vous avez certainement entendu la promo de Demise, là, que le monde criait « On veut Maryse ». Ben, attends. C'est un des meilleurs calls qui s'est fait en promo dans un ring depuis 2023. Improvisé de même, là. C'est on spot, là. Vous la verrez pas, Maryse, elle vient de Montréal, elle viendrait jamais à Québec. Tu sais, il y a tellement de level là-dessus, là, tu sais, là. C'est tellement parfait, puis c'est sûr que c'est Maryse qui a dit, tu diras ça, parce que, tu sais, la FIO de Montréal-Québec, c'était parfait. Timing, parfait. Non, c'était vraiment. Il y a juste de mise pour livrer ça de même, là, tu sais. Ben oui. Mais là, toute son arrogance, c'était parfait. Là, la WWE a compris quelque chose. J'étais content. La semaine dernière, là, il y a eu une promo dans le ring entre The Miz et LA Knight. Puis pour vrai,
LA Knight a eu l'air d'un junior. Tu vois qu'il n'est pas de calibre pour rivaliser en promo contre The Miz. Cette semaine, ils ont amené LA Knight pour faire les commentaires parce que Miz a lutté contre Akira Tozawa. Ouais. Puis, je veux souligner le fait que l'ancien champion 24-7, là, c'était sa première victoire dans un match 1 contre 1 depuis août 2017. Mais je suis pas 100% d'accord. Je vais te concéder que oui, The Miz est meilleur sur le mic que LA Knight. Mais je suis pas d'accord avec toi. J'aurais pas utilisé le même euphémisme, là, tu sais, genre Pee-Wee, puis Junior. Non. Il est pas encore là. Mais il est pas à des années-lumière de ça. Non, ça, je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça qu'ils font travailler avec Miz, si tu veux mon avis. Non, c'est ça le problème. Là, je pense qu'ils sont aperçus qu'on peut les faire travailler ensemble, mais il ne faut pas qu'il y ait de guerre de promo. Non. C'est ça. Mêlé d'un spot qui va bien paraître. Tu sais, c'est comme si tu étais comme The Miz, c'est un chicken shit heel, mais avec du mic. Tu sais, Austin Theory aussi. Tu sais, il y en a plusieurs que c'est des bons chicken shit heel, mais leur attribut principal, c'est pas le mic. Puis là, ben, tu sais, LA Knight, il se présente un peu en pseudo-tweener qui a de la gueule. Puis là, le problème, c'est qu'il a fait une coupe de bons petits calls. T'sais. Fait que là, on s'attend toujours au call assassin, mais il vient pas toujours. Mais, moi, là, puis là, tu vois, là, on a Boston Pat qui était sur place. Il y en a peut-être d'autres. Gênez-vous pas pour répondre. Mais, est-ce que c'est un si gros pop que ça quand LA Knight arrive? Parce que moi, j'ai eu le sentiment que ça avait été un hostie de gros pop quand il est rentré. Ben, moi, la vision que j'en ai à TV, Martin, là, ça sort tout le temps très fort. Là, même à SummerSlam pour la Battle Royale. Je le sais qu'il craint des fois aussi. Là. Moi, je pense que pour les promos battles comme ça sur le ring, il y a un peu de travail à faire. Mais justement, travailler avec The Miz, travailler avec des gars qui sont bons là-dedans, ça va l'aider. Mais quand il y a le temps de craquer une foule, d'être tout seul dans le ring puis de livrer une promo, il fait un job assez bon. Moi, je te dirais excellent. Quand LA Knight, il y a une présence physique. Il y a quelque chose qui arrive quand il se présente à quelque part. Quand tu y vois à face arriver l'attitude qu'il a, l'espèce de demeanor qu'on appelle ça en anglais, il y a quelque chose qui se passe. Puis moi, ça fait longtemps que je pense ça. Je voyais ça à NWA Power. J'ai vu ça quand il était... merci, Boston Pat. J'ai vu ça quand il était à NWA Power. J'ai vu ça quand il était à Impact. Il y a un charisme physique, ce gars-là. T'sais, il arrive à quelque part, la face qu'il fait, puis tout. Parce que si tu le regardes, il n'y a rien de spécial. Il est en très bonne forme. Il n'a pas la shape à Dominique Mysterio, là, mais il est en très bonne forme. Il n'est pas habillé cool comme Seth Rollins. Il a des caterpillars dans les pieds. Il a une veste super quétaine, limite Gino, des petites lunettes rondes. Il n'y a rien qu'on devrait faire comme « Wow! » Mais il y a un charisme physique, il y a une présence physique que les gens apprécient. Puis là, ben, hey, il faisait son Yeah! Il le faisait à NWA Power. Donc, il n'a pas inventé ça à I, là. Il l'a fait à Impact. Il faisait ça partout, là. Merci, Max Lacloche. Je m'excuse. Merci pour le ça. Et puis, c'est ça. Bon, tu sais, il y en a qui le voient comme étant un gars qui va gagner le Royal Rumble l'année prochaine, puis ils vont être déçus s'il passe ça. Moi, je pense que c'est un gars qui s'en va en haut de la mid-card, mais il n'est pas... non, je pense pas... Ben, écoute, ça va dépendre. Ça dépend. S'il est bien booké, il pourrait être... semi-main eventer, le match d'avant. Mais le gars qui vont booker à Mania dans le main event, non. Moi, je pense que ça va être un peu... Il va y avoir du booking un peu à la Dolph Ziggler, là. Non, moi, je pense qu'ils vont mieux... Il est plus over que Dolph Ziggler. Puis Dolph Ziggler, c'est un meilleur worker que lui, là. Mais Dolph Ziggler, oui. C'est un cas particulier, là. Dolph Ziggler, c'est ça. C'est une attitude. C'est un univers, Dolph Ziggler. Ouais, mais pas juste ça, là, JC. C'est un des meilleurs workers à I, là. Ah, définitivement. Écoute, c'est un des meilleurs workers. Ce gars-là, il est encore sous contrat avec la WWE, malgré tout ce qui s'est passé. C'est un cheval. C'est un cheval. Ouais, c'est un workhorse. Il fait des house shows. Il se promène tout le temps. C'est une valeur sûre. C'est un gars qui peut ramener tout le temps pour brasser de la merde. C'est ça. C'est ça. Puis là, ben... Là, moi, je veux qu'on en parle dans le contexte de Raw, parce qu'il s'est encore passé des affaires avec Judgment Day. Puis
Puis là, moi, j'ai hâte de vous entendre parce que moi, je vis vraiment un sentiment de on ne sait plus quoi faire avec Judgment Day. J'ai ce feeling-là. Ils sont vraiment over. Rhea est super over. Damien Priest, il y a quelque chose. Finn Balor, c'est une valeur sûre. Dominique, ben écoute, c'est le gars le plus over. C'est le heel le plus over qui fait réagir le plus le monde. Je ne sais plus qu'est-ce qu'ils vont dans faire. le chat, comment que ça a réagi, Dominique, la hate à Québec? Moi, je veux savoir comment vous l'avez filé, ça. Ben, moi, je pense que WWE a un beau problème présentement, là. Parce que Judgment Day, autant que là, sont over, que tu peux les envoyer encore plus loin s'ils mettent la main sur un titre par équipe, Balor puis Priest, puis t'es fait chicaner pendant qu'ils sont champions par équipe. Ouais, mais t'auras jamais. Moi, je vais vous dire qu'est-ce que je pressens qui peut être le danger là, en ce moment là, avec Judgment Day. C'est que là, Rhea Ripley, c'est pas juste la top fille de la I, c'est aussi une des top heels. OK? Gars ou fille, là. C'est une des top heels, OK? Oui, définitivement. Là, le problème que tu vas avoir, c'est que si tu changes rien, il n'y a rien qui va changer. Rhea ne pourra pas pogner le next step que Becky Lynch a déjà eu puis que Charlotte a déjà eu si elle soit qu'elle ne devient pas face. Puis moi, je pense que c'est pour ça qu'il laisse pousser les cheveux, by the way. Soit qu'elle ne devient pas... Si elle ne devient pas face, si Damien Priest ne vire pas face ou Finn ne vire pas face, parce que moi, je pense que J.D. McDonough va prendre la place de quelqu'un qui va devenir face, puis je pense que ça va être Damien Priest. Là. Je trouve que tout a l'air de s'enligner par là. Puis la carrière de Finn Balor vient de pogner un autre step depuis qu'il est heel. Là. Il s'est trouvé une autre gear. Là. Même sur le mic, là, quand il est venu confronter Seth Rollins là, 2-3 semaines passées, là, c'était du gros stock. Là. C'était solide en salle. Son facial est très fort. Ouais. Il est capable de livrer de la marchandise. Tu disais que c'était une valeur sûre, Finn Balor. Oui, tout à fait. Dans le ring aussi. Là, tant qu'il n'est pas blessé, ce gars-là, des culs d'un siège, je vais en mettre. Oui. Fait que là, je trouve qu'on se ramasse avec un paquet d'affaires. Puis j'appliquerais le même raisonnement à Dominique Mysterio. Là, ça va bien. Vitesse de croisière, ça va bien. Il ne peut pas être plus haï qu'il l'est là. Il fait juste inspirer pour parler, puis ça a eu la grandeur de l'aréna. C'est parfait. But then what? Ça va être le lutteur reconnu pour se faire le plus hué de l'histoire de la lutte? Faut qu'il aille au gym, faut qu'il fasse de la sauce. Il faut qu'il ait l'air d'un lutteur. Là, il a l'air d'un gars qui... Ça a l'air d'un... Puis le pire, c'est que son ring rate, il est écœurant, là. J'y enlève rien dans le ring. Il est bon. Il est très bon. Il vend bien. Il n'y a jamais de botch ou très rarement. Vous n'allez pas voir ça souvent, des botches de Dominique Mysterio, pour vrai. Là, mais là, je trouve qu'on s'approche tranquillement d'une impasse avec lui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour soit le faire haïr encore plus ou, c'est invariable. À un moment donné, il va falloir qu'il se passe quelque chose avec Judgment Day, mais je ne sais pas quoi, puis j'ai l'impression qu'eux autres non plus. Fait que là, on dirait qu'il laisse, on dirait que le char est sur le cruise, là. Puis j'ai hâte de voir ce qui va arriver. J'irais même jusqu'à vous dire que j'ai une grosse impression que même avec J.D. McDonough, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Ils laissent tourner autour. On va voir vers quoi ça va. Moi, je m'attendais à McDonough, justement, de le voir dans le match par équipe, dire écoute, va-t'en là, va nous prouver ce que tu vaux, quelque chose. Non? Tu dis, si tu viens à bout des battes, on te fait rentrer, sinon, fuck you, le genre. Oui, je m'attendais à quelque chose de même. Mais l'affaire que j'imagine qu'il a été un giga pop, par exemple, sur place, là, à TV, ça a eu l'air de ça, mais sur place, ça va finir par... c'est quand Cody Rhodes est arrivé puis qu'il avait son ring gear. Puis là, ils ont dit on va faire un 3 contre 3. Ça a dû popper pas mal. Là. Puis là, c'est parce qu'ils sont allés une annonce à la TV, mais dans l'aréna, le monde devait triper pas mal. Là. Fait que... ça devait. Il y a une place que le monde va triper aussi, les boys. C'est au Wembley Stadium en fin de semaine qui s'en vient. Ouais. Mais là, j'étais arrivé. Moi, tu sais, là... L'art de se tirer dans la bouche puis d'avoir de l'air épais, là, je vais le dire. La carte a changé. Parce que Ray Phoenix, il ne sera pas là parce que, selon Fightful, là, il y a eu des problèmes de visa ou aux douanes pour Ray Phoenix. Mais ce qui est vraiment cave, là, c'est la déclaration de Tony Khan en disant qu'il y a eu des modifications à la carte,
de All-In pour les premiers combats, mais qui ne sont pas reliés à des blessures, que c'est des circonstances de la vraie vie. Puis il insiste. Il a vraiment dit ça, les boys. Il a dit, le show va être encore meilleur. Ben voyons. Tu sais, mais ça, c'est quoi? Tu t'en allais là puis tu n'avais pas le meilleur show? C'est quoi? Ça n'a pas de sens. Là, tu dis, le show est meilleur, Ray Phoenix sera pas là. Voyons, Steve. Non, mais puis pas juste ça. C'est parce que là, l'affaire qui se passe, là, sais-tu qu'est-ce que j'ai peur? C'est que pense à tous les giga événements, là. Tu sais, puis même à Mania qui dure 2 jours, là. OK? Qu'est-ce qui arrive tout le temps? C'est comme Kevin Sullivan qui avait dit ça. Une carte, là, pas un pay-per-view, non, juste une carte en tant que telle. Une carte de lutte, c'est quoi? C'est le cirque. Il y a les clowns, il y a les tigres et les lions, il y a les trapézistes, tu vois le genre, là. Mais le monde, ils vont là, c'est quoi la main attraction? J'ai pas de réponse, là, mais il y en a toujours une qui ressort de ça, là. Là, le problème que je pense qu'ils vont avoir à All-In, là, c'est qu'ils sont trop éparpillés. Ben oui. Fait que, je veux dire, puis là, je parle pas de la vente de billets, ça va être bien plein, ça va craquer, là. OK? Ça, c'est réglé. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'alternative à WWE en Angleterre. Là, ça va être All-In. C'était à Wembley, stade mythique. On pense à tous les galas de boxe qu'il y a eu là la dernière fois que Tyson Fury était là. On pense à, bien sûr, SummerSlam 92. Ils vont-tu battre? Ça, c'est parfait. Mais ça va être quoi le legacy que cet événement-là va laisser après? Parce que l'affaire qu'il ne faut pas que tu oublies, là, il y a eu des matchs de marde à SummerSlam 92. Mais il y a eu Bret et le Bulldog, par exemple. Oui. Là, et puis... y a-tu un match à la carte Wembley qui donne à penser que ça va s'approcher de Bret et du Bulldog? Moi non, là. Le match là, qui suscite le plus mon intérêt, là, c'est Chris Jericho contre Will Ospreay. Ouais, moi aussi, ça va être bon. Puis, moi, là, Jericho, surtout, qui a confirmé Foisy va jouer sa toune, puis c'est lui qui la chante pour rentrer. Là. Ça va être bon, mais, parce qu'il y a un mais, puis les gars, lancez-moi des rushs si vous voulez. Là. Jericho n'est plus en condition optimale pour suivre le rythme d'Offspray. Il va falloir qu'Offspray soit moins rapide. Je ne comprends pas ce combat-là. Ben, Steve, m'a te dire pire que ça. Ça fait 4 ans que Chris Jericho n'est pas en condition de faire un match avec lui. C'est ça. Fait que qu'est-ce qui fait qu'un match d'Ospreay, c'est extraordinaire? Il ne pourra pas le faire. Non, c'est ça. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Parce que s'il le fait, moi, d'après moi, on va avoir un 6-7 minutes de match, 8 minutes gros top. Ben, je pense que... Non, mais qu'est-ce qui va arriver, là, Steve, là, Chris? Jericho, c'est quand même un pro, là. Il connaît son shit, là. Il connaît le tabac, là. Qu'est-ce qui va arriver? Ce qui est rendu aussi, puis qu'est-ce qu'il peut donner? Il va y avoir plein d'outside the ring shenanigans, là, tu sais, puis ils vont aller dans la foule, puis, tu sais, Jericho est capable de te donner 15 minutes, facile, puis il va prendre 3 bumps. Yeah. Oui. Il n'y aura pas de gros bumps, là. Ça ne sera pas ce qu'on est habitué pour devoir, tu sais, c'est ça. C'est ça qui arrive. Hey, une autre affaire qu'on a failli de pas voir, mais finalement, c'est correct, les boys. Cash Wheeler, il a été arrêté, puis il a passé à la cour le 18 août dernier. Ouais. Puis comme c'est plaisant aux États-Unis, parce que les comparutions sont diffusées, moi, je l'ai écouté. Avez-vous écouté ça? Non, je n'ai pas regardé ça. Ben, je sais. OK, je vais te résumer ce que je sais, puis tu m'en donneras plus, parce que c'est sûr que tu vas en avoir plus que moi. Ce que je sais, c'est que présumément, quelque part à la fin juillet, il y aurait eu une altercation du road rage avec quelqu'un. Il aurait sorti un gun puis il l'aurait pointé à l'autre personne. Ça se passe en char, ça, là. Oui. Puis là, il y aurait eu une plainte formelle qui aurait été déposée. Puis là, ben, c'est là qu'ils sont allés le ramasser. Ça s'est passé quelque part en Georgie, ça, ou en Floride, je me souviens pas. Là. En Georgie. En fait, il s'est fait ramasser en Georgie, mais je pense que les événements s'étaient passés en Floride. Ça se peut-tu? Affaire de même. Oui, c'est peut-être tout en Georgie. Ça, de toute façon, c'est un détail, les amis, là, c'est pas grave. Et là, il y avait une date de comparution, mais l'affaire qui arrive, évidemment, TMZ a tout ramassé ça. Ils l'ont vu en menottes, rentrer à la cour, le kit. Puis là, toi, tu vas nous dire qu'est-ce qui s'est passé à son arraignment. OK. On a appris, justement, comme tu dis, que ça s'est passé en juillet 2023. Puis l'incident est considéré comme un incident de rage au volant. Parfait. Ce qui est arrivé, là,
Il n'a pas pointé l'autre chauffeur. Il a montré le gun dans la fenêtre. OK, fait qu'il a juste fait comme check dude, j'ai un gun, that's it. Il n'a pas pointé. Puis, l'avocat de Wheeler, il a précisé que son client ne connaissait pas du tout l'autre conducteur, qu'il ne sait pas où il habite. Là, il a appris son nom à cause de la dénonciation. Puis, conclusion de ça, la caution de Cash Wheeler pour sortir de prison a été fixée à 2500 $. Un pet. Il a reçu l'ordre, puis ça, c'était compliqué, les boys, d'aller porter toutes ses armes au bureau du shérif d'Orange. Ça, c'est en Floride. Ouais. Il avait 12 heures pour le faire. Orange County, c'est bon. Fait que c'est arrivé en Floride. J'avais raison. Fait que c'est arrivé en Floride, mais il s'est fait pincer en Georgie. C'est ça. Oui, exactement. Salut, Coldplay. Il n'a pas le droit d'entrer en contact avec la personne. Mais il y a aussi quelque chose. Présentement, là, il a été arrêté. Il a payé sa caution. Et le dossier va être étudié pour savoir s'il va avoir accusation. Puis l'autre affaire, c'est que même s'il y en a, Steve, la réelle... Là, je ne suis pas juriste, là, mais je vous parle de mon expérience à lire bien des affaires de même. Ce à quoi je réfléchis, c'est la chose suivante. Est-ce que Cash Wheeler, en Floride particulièrement, c'est parce qu'en Floride, grâce à notre maillet de Ron DeSantis, tu n'as pas besoin pour avoir une arme sur toi, tu n'as pas besoin de permis de port d'armes. T'as pas besoin non, mais il me semble qu'il a changé ça récemment en plus, lui. Oh oui. Hey, il y a quelqu'un qui avait posté une photo sur Twitter. C'est un dude qui se promène genre en Katana 900 avec genre un AR-15 dans le dos. C'est ça. Ça n'a pas de sens. Tu sais, moi, je pourrais me sentir menacé de voir ce gars-là sur une lumière rouge à côté de moi. Là. Moi, mettons que le 911 serait allé assez vite. Fait que bon, présumons, c'est pas correct, mais il n'y a pas grand podcast qui présume de rien, peu importe le sujet. Fait que là, moi, ce que je te prédis qui pourrait arriver, c'est que, qu'est-ce qui va arriver? C'est que Cash Wheeler va se ramasser avec une probation d'1 an. Il ne pourra pas entrer en contact avec la personne ni se trouver à une certaine distance de cette personne-là. Il n'y aura plus le droit d'avoir d'armes à feu. Puis, je vais avec la galère, pas de trouble. Là. Je l'ai échappé, celle-là. Puis, écoute, je comprends là, que les règles, les us et coutumes sont pas partout pareils. Puis, ici, tu peux pas pointer. Tu peux pas montrer un gun à un dude, là. Ce que je peux pas mal, parce que là, je le suivais. Puis après ça, il y avait du monde qui analysait le procès, là. Le procès, la comparution. Ouais. Ce qui en ressort, c'est, écoute, ce gars-là ne fera pas une minute de prison là, pour ça. Non, il en fera pas. Même que il banalisait pratiquement la situation là, en disant, mais là, il n'a pas tiré, il l'a pas pointé, il a montré une arme à feu. Ah non, puis, c'est ça. Eux autres, ce qu'ils disaient, c'est il faut aussi qu'ils prouvent que tu as montré l'arme à feu pour faire peur, puis des affaires de même. Là. Au pire, ce qui pourrait arriver, tu sais quoi? C'est que l'avocat de Cash Wheeler va aller voir le dude, va dire, tiens, comme ta gueule. Ben oui, Martin. Drop ta plainte, puis on va te donner, tu vas être assis à côté du Green Shirt Guy au prochain pay-per-view en Floride. Ça va ressembler à ça. Pour vrai, ça risque de finir pas mal comme ça. Hey, une autre affaire qui est sortie que j'étais pas au courant. Oui, j'étais au courant. Je savais que Santana et Ortiz étaient en break prolongé à cause d'une blessure. Une affaire que je savais pas que Conan a sorti, par exemple, c'est qu'ils sont en chicane. Ah, ça non plus, j'étais pas au courant. Fait que là, il semblerait que les deux soient éclairés pour pouvoir travailler. Mais Conan a sorti dans son podcast, j'ai vu ça sur Wrestling Inc., je pense, mais que les deux, par exemple, ils étaient en feud personnel, là, shoot, là, que ça va pas bien, là. Puis il n'a pas donné de raison pourquoi ou quoi que ce soit. Tu sais, ce que le monde, il faut que vous sachiez, là, c'est que Conan, Viva la raza, Arriba la raza, là, dans le temps de la WCW. Orale, c'est ça. Conan, c'est probablement le gars qui a la plus grande responsabilité à nous avoir fait connaître le plus de luchadors dans la lutte moderne actuelle. Ça a été un des premiers qui a réussi à se faire booker par la WCW, ECW, NWA, tout ça. Puis ça a toujours été, lui, l'espèce de comment dire, l'agent de liaison, si tu veux, avec les workers. Rey Mysterio, c'est lui. Il y en a un paquet, là. Psycho 6, Hoovy. La Parka, c'est ça. Il y en a un paquet que c'est lui. Fait que quand Conan te dit qu'il se passe X, Y, Z entre des workers hispanophones,
que ce soit Porto Rico, que ce soit peu importe la République, Mexique, whatever, c'est vrai. Il sait de quoi qu'il parle. Là, fait que, parce qu'il est encore impliqué. Il y a longtemps, je me souviens plus si c'était CMLL ou AAA, mais il était booker encore il n'y a pas si longtemps que ça. Là. Puis même, il était consultant dans le temps de Lucha Underground. Et d'ailleurs, les gars, je fais ça parce que ça fait un bout que je voulais vous parler de ça. Moi, la dernière fois que la gueule m'a décroché en regardant un match de lutte, là, c'était en regardant Lucha Underground. OK, je vous le dis, là. Puis moi, je pense qu'on devrait organiser à un moment donné un petit watch-along, tu sais, une astifie de grosse journée, là, puis on check du Lucha Underground, ça serait écœurant. Ouais. Moi, je suis bien d'accord avec ça. La dernière fois que j'ai fait comme « Oh my God », parce que là-dedans, là, t'as Mil Muertes, t'as, tu sais, des gars qui sont rendus... Killshot, c'est Swerve Strickland à Star à AEW. Ray Phoenix était là. Puma, c'était Ricochet. C'est tous des workers qu'on connaît. Puis là, imaginez-vous, là, juste regarder. Puis l'affaire que j'adorais, moi, de Lucha Underground, c'est combien de fois, Steve, JC, vous avez dit à du monde, ouais, mais tu comprends pas, la lutte, c'est comme un soap opera pour les gars. Ben, c'était exactement ça. Ben oui, ça, c'était ça. Ah oui, il y avait tous les ingrédients, c'était parfait comme ça. La façon que c'était filmé, tout était parfait. Écoute, les combats étaient excellents. C'était fou. Moi, j'écoutais ça sur Netflix. Moi aussi. Oui. Okay. Puis même Ray a eu une run là. Chavo Guerrero Jr., il y a eu un paquet de workers qui sont passés par là. C'était vraiment bon. Puis, moi, j'adorais. Je le sais qu'il y a 3 affaires sur 5 qui disent c'est de la bullshit. Mais moi, j'adore Vampiro. Je le trouve cool, ce gars-là. Même comme worker dans le temps, je le trouvais cool. Puis là-dedans, en tout cas, Ray Phoenix, Pentagon aussi. Pentagon, c'est là que je l'ai connu. Oui, Pentagon, en effet. Ah, fait que ça serait moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est... Moi, là, je vais tout le temps être un fan de ça, les TV studios là, pour la lutte. Là. Moi aussi. Puis la salle était de même. Tu sais, c'était dark. Tu voyais, il n'y a pas 10 000 personnes là-dedans. Non, puis... Tu sais, t'as tout le temps l'impression, écoute, il y en a un qui est quasiment prêt à sauter dans le ring, puis... Non, moi, j'aimais bien gros ça, Lucha. Il avait créé un produit super intéressant avec ça. Puis comme il disait, mon chum, le Paradoxe dans le chat, que je tiens à saluer parce que c'est un collègue ring announcer. OK, cool. Paradoxe, c'est un gars que j'aime bien. Puis c'est ça qu'il dit, c'est juste mal géré, mais il avait créé un produit incroyable avec ça. Ben, en fait, mal géré, puis c'est parce que les producteurs de cette affaire-là, dont un des producers, c'est un croche. Fait que, tu sais, quand ça a commencé à foirer, ben tout le monde a sacré son camp. C'est pas plus dur que ça, là. C'est juste plat. Fait que oui, mal géré, c'est exactement ça. Mais, tu sais, le potentiel pour ce produit-là, puis c'est parce que l'affaire qui arrive, les boys, vous pouvez parler à EW, vous pouvez parler à WCW dans le temps, vous pouvez parler à la WWE maintenant, vous pouvez parler à Impact, vous pouvez parler à ECW dans le temps. La crowd hispanophone, tout le monde la veut. Parce qu'ils sont nombreux, puis parce qu'ils sont passionnés, puis parce que c'est une culture de lutte différente. C'est des consommateurs de lutte. Puis ils aiment ça, c'est ça, ça fait partie de la... Fait que eux autres, ils les avaient automatiques, là. Fait que, non, ça a donné lieu à des moves, des affaires que j'ai vues, voyons, là, le chum de Teddy Hart, là, qui est un acrobate incroyable avec Angel, machin. Hey, je les ai vus faire des moves, je ne sais pas comment ils faisaient. Tu sais, vous souvenez-vous, il y avait comme une esplanade, il y avait comme une mezzanine. Oui. Puis la mezzanine, je ne sais pas, je vais inventer des chiffres qui me sortent de la 17e lettre. Jack Evans, merci, Paradoxe. Je vais inventer des chiffres qui me sortent de la 17e lettre de l'alphabet. Mais mettons que le top de l'esplanade, là, je vais dire 10-12 pieds du ring. Puis il y avait assez de recul pour te pogner. Hey, ils ont fait des spots de là dans le ring. Écoute-moi bien, là. Puis l'autre affaire qui était cool, c'était que c'était unisexe. Puis ça a donné lieu à des affaires hallucinantes.
Oui, ben j'ai vu tu sais, il y a eu des combats intéressants avec les filles aussi là-bas. Il y a eu Thunder Rosa qui est passé par là. Tout à fait. Sexy Star, entre autres, qui était là aussi. Ouais, mais elle est barrée partout. Là. Ouais, elle, ça a chié depuis son affaire, mais à l'époque, que ça allait bien, ça allait très bien. Là, il y a du monde qui ne savent pas de quoi qu'on parle. Sexy Star a délibérément blessé des workers. Et ce que ça a eu lieu. Puis là, quand je vous dis délibérément blessé, là, c'est genre des clés de bras, casser des bras, des affaires comme ça, alors que il y avait déjà eu, l'autre lutteuse avait déjà give up, puis tout ça. Et comment ça a fini, ça? Ben, c'est pas compliqué. Elle a été barrée partout. Il n'y a plus personne qui l'a jamais engagée. Je pense qu'elle s'est fait. Faire confiance. Ouais, mais je pense qu'elle s'est fait engager une fois, puis ça n'a pas marché, ou en tout cas, j'ai vu de quoi? J'ai vu un truc sur YouTube il n'y a pas longtemps. Qui racontait un peu son histoire là, à Sexy Star. Mais il y avait elle. Il y en a un autre aussi que j'oublie, là, qui était super bonne. Là, avait les cheveux longs, super foncés, là, était vraiment écœurante. Maudite affaire. Anyway, on va en regarder. Oh, oui, c'est clair. Il y a un watch-along intéressant à faire. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une dernière nouvelle, moi, les boys, pendant que tu checkes ça, Martin. Ouais. Il y a du drama présentement à Collision. CM Punk a recommencé à faire des siennes. Je vous explique. Sur Twitter, CM Punk a été assez loquace en disant que lui, il veut que ça soit une ambiance de travail soft. Puis il y a un lutteur qui est allé tweeter, il dit « Ah, ça, c'est le gars le plus soft qu'il avait vu de sa vie. » Le gars, la semaine d'après, il part de chez eux, il a son billet d'avion, s'en va à l'aréna. Rendu à l'aréna, il se fait dire « Non, tu luttes pas, tu t'en vas. CM Punk veut même pas te voir ici. » Le gars s'appelle Ryan Nemeth. Ryan Nemeth, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le frère de Dolph Ziggler. Punk, il emmène large un moyen temps à AEW. C'est lui qui est rendu qui décide qui va lutter. Il emmène pas large, Steve. Tony Khan le laisse emmener large. C'est ça qui va être le gros problème. Mais je pense que Collision, c'est son show à lui. Là. Oui, mais il a réussi à faire barrer Christopher Daniel du show. Christopher Daniel, là, c'est le directeur des ressources humaines de la AEW. C'est Talent Relations. Relatons les faits. Quand Tony Khan et la AEW ont commencé à négocier pour qu'il y ait un show le samedi, au cœur même des négociations, il a été fait la mention suivante. Si CM Punk n'est pas là, on n'embarque pas. C'était un deal breaker, là. Fallait que CM Punk soit là. Fait que si CM Punk, ça ne tente pas, puis il était fâché, il y a c'est ça. Fait que là, Tony Khan, il ne peut pas dire non à ces revenus-là. Fait que là, c'est sûr que CM Punk a les coudées pas mal plus franches. Puis, tu sais, le timing n'est pas vargeux non plus, là, parce que, évidemment, il y a eu sa show de promo après le gala, que Tony Khan est là à côté. Elle a regardé, excusez là, les termes, mais chier littéralement sur à peu près tout le monde qui sont ses chums. Les Young Bucks, c'est les chums à Tony Khan. Ouais, Adam Page, même affaire. Sa gestion, chier sur tout. Fait que là, sa compagnie. Fait que là, tu te ramasses. Je vais vous faire une analogie. Mettons, là, t'es coach de hockey. Il y a un gars que t'as haï dans ton line-up. C'est un bum. Il rentre aux petites heures du matin. Il vient pas, tu sais, il arrive au gym en retard. D'un scrimmage puis d'un réchauffement, il est en retard. Dans les entraînements, il se traîne la patte puis tout. Puis à toi, les hosties de soir, c'est 2 buts, 3 passes. Qu'est-ce que tu fais? CM Punk, c'est ça. Puis Tony Khan, il y en a une couple d'autres. Il y a MJF. Il y en a quelques-uns. Mais il n'y a pas 2 CM Punk. C'est ça le problème. Puis là, CM Punk, il a fait une niaiserie. Tony Khan, il n'a pas eu le choix s'il voulait maintenir son locker. Il a dit là, Phil, tu t'en vas chez vous. Et là, il est revenu parce que dans les négociations pour avoir Collision, ils ont dit ça prend CM Punk. Puis là, Tony Khan, peut-être qu'il ravale à tous les jours, mais il n'a pas le choix de laisser CM Punk faire ce qu'il a envie parce qu'il a signé ce deal-là, puis il faut qu'il vive avec. Moi, c'est comme ça que non, même pas un Mike Ribeiro. C'est comme ça que j'interprète cette situation-là. Puis, tant que
il n'y aura pas. Tu sais quoi, Steve? Je suis rendu à me demander si à un moment donné, ça finira pas pour se régler par des claques à la gueule. Ben, moi, je Ça a déjà pense. été le cas. Je pense que des fois, une claque à la gueule, ça règle bien des affaires. Ben là, puis là, ben regarde, là, on sort-tu dehors? On va-tu régler ça une calice de fois pour toutes, puis après ça, on avance? Parce que moi, je trouverais ça le fun de parler de la AEW pour d'autres raisons que ça. Parce que c'est tout le temps ces problèmes-là qui reviennent. C'est tout le temps la gestion, les conflits backstage qui nuisent à au produit. Tout à fait. Ça nuit à tout ce qu'ils essayent de faire. Ouais, mais ça, là, la vie est faite de même, JC. Hein? Ouais, je sais. Je donne tout le temps l'exemple, là, puis on est bon pour chialer, là, les humains, on est de même. Je vais te donner un exemple bien con. Là. Fait 20 ans que tu as ton char à tous les matins, il part bien, là, puis tu le remercies pas, ton char, là, tu lui dis pas qu'il est fin. La journée qu'il part pas, c'est un esti de char de merde. Fait que c'est de même. Même la lutte est de même. Tu sais, Oui, je sais. même s'il ferait des super belles affaires, on va arriver à juste se souvenir de CM Punk qui fait le cave. Il faut que quelqu'un y dise à ce gars-là à un moment donné, puis c'est plate, mais écoute, j'espère que la famille Khan gère mieux son équipe de football que gère sa fédération de lutte. Ben regarde, là, tu sais, là, on a parlé de la AEW, les boys, puis ça va être une situation invariablement, il va falloir qu'on regarde se développer. Puis là, il va arriver des problématiques relativement similaires à WWE parce que là, on s'approche d'avoir complété la transaction, d'avoir intégré tout ce qu'on avait intégré, puis tout, puis on l'a collé, là, 6 mois. Tu fais pas un merge de 2 compagnies gigantesques comme ça pour avoir 2 départements de comptabilité, puis 2 départements de production, puis tout le kit. Et là, ben Nick Khan en avait parlé qu'il fallait qu'il normalise, puis qu'il fasse des économies d'échelle importantes. Puis là, ben on s'approche dangereusement de cette limite-là. Le blender n'est pas parti comme il part d'habitude à fin juin ou fin mai, début juin, juillet-ish. Le blender n'est pas parti et la seule raison, c'est parce qu'ils n'ont pas fini d'intégrer les 2 compagnies ensemble. Puis c'est certain que préparez-vous parce que le blender va partir à un moment donné. Puis invariablement, il va y avoir beaucoup de ressources qui sont dans le clérical, dans ce qui ne concerne pas les lutteurs. Là. Marketing, les équipes de vente. Tu ne garderas pas 2 teams de vendeurs UFC, pour la pub, UFC puis WWE. Il y en a que tu vas garder peut-être pour des raisons qui t'appartiennent, mais tu vas avoir une force de vente. Tu vas avoir juste plus de produits à vendre quand tu es dans les ventes. Là, on parle d'un domaine que je connais solide. Là. Fait que tu vas juste avoir plus d'opportunités d'appeler tes clients et de dire « Hey, tu veux-tu un double bill, UFC? » Puis fait que il va y avoir une régularisation qui va se faire, c'est sûr. Et invariablement, je pense qu'il va y avoir des workers qui vont se faire couper. Puis c'est parce que quand tu coupes, là, à AI, là, historiquement, là, c'est pas compliqué. Là. Faut que tu prennes une décision. J'en coupe-tu beaucoup à 400 000 ou j'en coupe 2-3 à 2,5? Oui. Ben, lesquels? Puis quel? Hey, on fait ça la semaine prochaine? On pourrait faire ça. On l'a un peu fait parce que on avait fait. Ouais, c'est parce que ça coïncidait avec un bout que tu étais en congé parce que on a fait les renouvellements de contrats qui s'en venaient. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, je peux déjà te dire que moi, je ne vois plus Drew McIntyre là. Karrion Kross, la même affaire. Karrion Kross, carry on your cross ailleurs. Écoute, Trish, bye. Trish, sa run devrait être à veille de finir. Ben, d'après moi, elle finit après le pay-per-view. Il y a Lacey Evans qui a demandé son release récemment. C'est fait, ça. Oui, elle l'a eu, elle. Ça, c'est fait. Bon, c'est sûr qu'il y a des noms comme ça là, qui vont passer dans le tordeur. Tu sais, Hit Row, là. Ah, ça. Ouais, mais ils viennent de les rappeler. Parce qu'en plus, ce qu'il faut qu'on dise dans la foulée de tout ce qu'on discute là, les boys, c'est que Triple H n'est plus sur le board. Là. Non, en effet, ça, c'est une autre affaire. Ouais, mais Drew est très aimé. Oui, Drew est très aimé, mais Drew, il met pas de fessier dans les sièges. Là, il vient de se partir d'une nouvelle équipe, le McRiddle. Tu sais, moi, je veux pas être plate, mais
enlève Drew McIntyre, là, sérieux, enlève-les de ta TV à toutes Ça les ne change semaines. rien. Ça change rien. Non, en Même, effet, sais-tu quoi? Je vais te dire pire que ça. C'est plate que je vais dire là. Mais Sheamus puis sa gang, moi. Non. Hey, parce qu'on n'a même pas parlé des boys. On va closer ce segment-là là-dessus avant d'aller à ta chronique, Steve. ouais, on a même pas parlé de- avant d'aller là. Ben, pourquoi? Parce que j'ai 2-3 petites affaires, je veux parler vite, puis après ça, tu closeras avec le Edge. Je sais que tu veux parler de ça. Ouais. Ah, OK, fait que je m'excuse de t'interrompre de même. Non, t'as bien fait. Écoute, il y a 2-3 affaires. Je veux faire le suivi de quelque chose qu'on avait commenté en décembre 2021. L'événement concernant Devin Hannibal Nicholson et l'arbitre qui avait attaqué. Il y a une poursuite qui a été déposée contre Devin Nicholson concernant cet événement-là comment ça s'appelle le nom? J'ai le nom de la personne ici. Pablo Fraga, qui avait le nom d'arbitre Lando Del Toro. La poursuite s'arrête au moins 250 000 $. L'arbitre en question affirme avoir encore des maux de tête, des problèmes de mémoire et des cicatrices en plus de souffrir de dépression. Puis là, la défense de Devin Nicholson, parce qu'elle n'a jamais changé, je ne vois pas comment il va changer, c'est qu'il a fait ça avec la permission du monsieur. Oui, puis il y avait un masque qui ne voyait pas à quel point que ça rentrait, quelque chose de même. Là. Mais ça, le masque, tu sais, je comprends, mais tu sais, moi, je vois pas quel point de défense il va pouvoir amener autre que. J'ai jasé avec avant, puis il m'a dit c'était correct, je plantais un tournevis dans la tête. C'est quoi cette défense-là? Mais c'est ça. Il y a une poursuite qui a été déposée dans ce sens-là. Ça va être à suivre parce que nous autres, on avait sévèrement condamné ça aussi là, dans le Carrero. Ben oui. Moi, je veux savoir qui de vous autres a vu la finale de Dark Side of the Ring avec Marty Jannetty. Ah, moi, j'ai vu ça, c'est sûr. Écoute, c'était très intéressant. Maudit qu'il n'est pas chanceux. Du bon. Il l'a tué ou il l'a pas tué, le gars, lui? Moi, je pense qu'il l'a tué. Il dit pas qu'il l'a pas fait. Moi, dans l'affirmation qu'il avait faite sur les réseaux sociaux, ce qui me démange encore, il dit c'est la première fois que je faisais un homme disparaître un homme. On va vous dire pourquoi je pense qu'il l'a fait. OK? Fait que là, parce que Marty Jannetty, moi, ça fait longtemps que je le suis, puis ça fait longtemps que je regarde des shows interviews de lui. Là, t'sais. Même dans Dark Side of the Ring, je l'ai rarement vu compréhensible de même. OK? Parce qu'il y en a une de presque 2 heures là, dans laquelle il y a l'histoire de. Il y a mon histoire préférée d'Harley Race. Là. Je vais vous la raconter un autre tantôt parce que c'est long, le setup il est long. Mais fait que là, il échappe, puis c'est le gars qui échappe des affaires. Ça. Okay? Fait que là, il échappe. Je pense à une autre histoire invraisemblable avec l'Iron Sheik. Il faut tout que je compte ça un moment donné, ces histoires-là. Il échappe qu'il aurait présumément tué quelqu'un. OK? Puis là, ça passe pas inaperçu parce que c'est ses médias sociaux. Pour se padder, il dit que c'était pour construire une storyline pour s'attirer les yeux des promoteurs, qui n'a aucun sens, ça n'a aucun bon sens. Tu n'attireras aucun promoteur basé sur le fait que tu fais croire. La attirer sur toi, c'est pas celle que tu veux. Bon. Parallèlement à ça, il y a une enquête qui est menée et qui, tu sais, tu peux pas accuser quelqu'un s'il n'y a pas de corps. Non. Pas de corps, pas de crime. C'est ça. Fait que là, les conclusions de l'enquête qui a été menée suite à son poste d'épée, il n'y en a pas. Fait que là, il est home free. Puis là, ben, il décide de maintenir son histoire de c'était pour une storyline, j'ai jamais fait ça, blablabla. Mais ses proches, dont sa chum de fille qu'on voit dans Darkseid, elle a dit qu'elle a l'absolue certitude qu'il l'a fait. Oui, parce que dans ce qu'elle dit, elle, dans Darkseid, elle dit il ment beaucoup, mais elle dit ça, je suis convaincu qu'il dit la vérité. Fait que moi, je pencherais, écoute, personne, on ne l'aura jamais, la vérité, mais moi, je pencherais pour dire que c'est fort possible. Ça se peut que ce soit arrivé. Mais c'est vrai que Marty, il n'est pas chanceux. Ça, c'est vrai. C'est incroyable comment il n'est pas chanceux. Hey, écoute, il faut ta face, ta chance. Tu sais. Oui, ben non. Je veux pas dire qu'il n'y a jamais. Tu sais, il y a pas non. On va concéder qu'il n'y a pas toujours non plus mis toutes les chances de son bord. Ça, on est d'accord. Mais. Je te dirais même rarement, Martin. Non, c'est ça. Mais
Tu sais, qu'on parle de son retour à WWE, qu'on parle de Sean puis les affaires qu'il a faites, puis il l'a un peu backstabé, qu'on parle écoute, il y en a eu, là. Il y a un franc-parler, il dit tout, là, lui. Là. Ouais, ben, il est un peu, tu sais, là, je veux pas, il m'a jamais rien fait, là. Mais, tu sais, Marty, il est un peu simplet. Tu sais, il est un petit peu simplet, je pense, puis un peu naïf, puis je pense pas que ce soit un personnage tout le temps qu'il joue. Puis Il y l'autre. a juste une affaire. Ouais, Excuse-moi, vas-y. vas-y. Non, vas-y. Il y a un truc que j'ai pas compris. C'est quoi la relation entre Marty et la femme de Brutus Beefcake? Tu veux dire quoi, là? Je sais pas. Il y a plein d'allusions sexuelles quand il parlait de Marty Jannetty. Oui, mais moi, j'ai comme pas de commentaire. Je sais pas. J'ai pas de Non, commentaire. mais je sais pas. J'ai trouvé ça weird un peu dans Dark Side of the Ring. Mais bon, ceci dit. Puis, attends un peu, je veux juste répondre à Boston Pat. Là. Pat, je dis pas que c'est pas déjà arrivé. Je te dis que, règle générale, s'il n'y a pas de corps, tu peux pas poser d'accusation. C'est un fait connu. Est-ce qu'il y a eu des exceptions juridiques en la matière? Ça se peut. Mais là, on n'est pas là pour parler de ça. Là. Ouais, la femme de... Non, c'est pas la femme à Beefcake. Ça, la fille ou la femme qui toute l'histoire de Gawker, tout ça, c'est avec la femme de SpongeBob. Ce DJ, ce shock jock. Le gars qui faisait les podcasts, ça. Ouais, puis non, mais il y avait un gros show radio en Floride aussi, là. Ouais, c'est... comment... The Sponge... Ouais, SpongeBob. Ouais, je sais c'est qui. Ben, il n'y a pas d'autre nom que ça, là. C'est ça son nom de radio. C'est Baba de Love Sponge. Baba de Love Sponge, voilà. T'as bien raison. Fait que ça, c'est une tout autre dossier. D'ailleurs, vous avez sûrement vu cette vidéo. Aussi qui a circulé des 70 ans de Hulk Hogan. En effet. Où on a vu Haku se pogner avec Ric Flair. C'est vraiment sympathique. Je trouvais ça bien cool de voir les vieux de la vieille à sa fin. Hey, Hogan, là, il est vieux, hein? Oh, ils sont tous vieux, Martin. Ouais, non, mais le Hogan, il est vieux. Là. Tu sais, je me rappelle, là, même après, là, quand on a vu toutes les affaires, quand il est arrivé ces niaiseries de commentaires racistes, quand il était encore au bœuf, là, tu voyais que... Mais là, il a perdu de la masse. Oui, puis il a de la misère à se traîner. Moi, c'est ça que je trouve toujours triste. Là. C'est quand tu vois des workers là, pas mal avancés en âge, puis justement, la difficulté qu'ils ont. Hey, même Mick Foley, là, JC, quand on est allé le voir, Mick Foley, là, il ne court pas sa scène. Là. Et Christinon, là, il prend son temps pour s'y rendre, puis il s'accote, puis non, tu sais, regarde, on parle de ça, mais Marty Jannetty est magané en sacrament. Là. Ah non, c'est chevilles. C'est chevilles. Écoute, il a fait une des affaires les plus tristes que j'ai jamais vues de ma vie dans le monde de la lutte, là, c'est quand Marty Jannetty fait kayfabe commentaries avec Sean Oliver, puis à un moment donné, Sean, il dit « Tu veux-tu nous la montrer, ta cheville? » Marty Jannetty, il embarque sa table juste pour montrer son pied. Imaginez-vous, le pied, il est ici, la cheville est là. Lui, là, la cheville est là. Fait que son pied fait... C'est pathétique, là. C'est d'une tristesse. Puis il n'y a pas l'argent. Là, je pense qu'il venait à bout parce qu'on le voyait dans Dark Side, là. Mais il n'y avait pas l'argent pour ça. Puis là, ben, c'est parce qu'il y a des problèmes de substance, puis tout le kit, là. Fait que... Non, regarde, quand Sean Oliver a fait... quand il a fait Vader, il a annoncé dans Sean Oliver... C'était Devin Nicholson. Vader raconte toute sa vie. Une short interview super intéressante, à peu près 2h15. Il raconte qu'il vient de Compton, en Californie, que c'était le seul blanc dans le quartier. Écoute, là, il raconte plein d'affaires. Son passage avec les Raiders d'Oakland au football, sa bague du Super Bowl, tout. Il raconte tout. Puis à un moment donné, dans le show, il dit non, là, mon cardiologue a dit, moi, c'est max 1 an. Là. Puis il est mort 1 an après. Tu sais, ils savent qu'ils sont... ils savent qu'ils sont tout empruntés, tu sais. Pour en finir avec Dark Side of the Ring, la saison était excellente, Martin. J'ai trouvé ça très bon. J'ai beaucoup apprécié l'épisode aussi sur Bam Bam Bigelow. Un autre gars qui a manqué de chance à un moment donné. Ouais, ben... Ou que quand il y en a eu... Qui a fait des mauvais choix. Est-ce qu'ils ont été malchanceux ou est-ce que quand ils ont eu une chance, ils l'ont scrappé? C'est ça l'affaire. Oui, il y a ça aussi. Quand ils ont donné le retour à Marty, là, à I, puis qu'ils l'ont mis champion avec 1, 2, 3 Kid, puis tout, là, il l'a échappé.
Quand ils ont collé les Rockers, la AWA, puis sont sortis ce soir avec Jimmy Jack Funk, là, puis qui ont tout pété dans le bar, ils l'ont échappé. Quand, tu comprends, là, fait à toutes les fois qu'il y a eu des comebacks, quand ils ont pogné Marty, ils l'ont sacré Carl Snow, les New Rockers, c'était de la merde, là, on s'entend. C'était horrible, ça. C'était épouvantable, là, c'est une gamique de merde, ça. Sauf que t'avais un chèque, t'avais l'opportunité, t'avais du mic time, t'avais du TV time, il l'a échappé. Tu sais, fait pas chanceux, oui, mais il a scrappé plus de chances qu'il a été pas chanceux. Moi, c'est de même. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui se victimise aussi beaucoup, par exemple, Marty Jannetty, dans certains de ses commentaires. Là. Et, tu sais, God's Favorite Toy, quelque chose comme ça. Là. Ouais. Puis, je ne sais pas, là, avez-vous entendu parler de qu'est-ce qui s'en vient pour. Est-ce qu'il va y avoir une 5e saison? Est-ce que The Rock se remêle de tout ça? Je pense pas qu'il va y avoir une 5e saison. Moi non plus, parce que Vice s'est mis à la protection de la loi de la faillite, mais bon, est-ce que quelqu'un peut récupérer le concept? Écoute, si quelqu'un peut récupérer ça, ça serait excellent parce qu'il y a encore beaucoup d'histoires à raconter dans le milieu. Puis, le seul qui peut, c'est The Rock. Avec sa compagnie prod, avec les gars de Eisner, j'oublie leur nom, là, les gars de Darkseid. Pourquoi? À cause de Tales from the Territories, que moi j'ai adoré. Si vous n'avez pas vu ça, il faut que vous regardiez ça. C'était excellent, ça aussi, Martin. 10 épisodes, AWA, Hawaii, les Maivia, WCW, le Texas, Portland. C'est magique, c'est fantastique, c'est incroyable. Moi, j'ai bien aimé la saison 4. J'ai aimé celui de Matt Bourne. J'ai trouvé ça cool, tu sais, qu'on s'intéresse à quelqu'un, tu sais, qui était moins comme... mais c'est quoi votre... OK, on close avec ça, là. Puis on n'a même pas choisi de tune cette semaine, les boys. Les vacances ont été trop longues, fait qu'on mettra des pubs, mais... tes deux... Tiens, on commence avec toi, Steve. Ça a été quoi tes deux Darkseid préférés? Mes deux. Là, on n'a pas préparé ça, les amis. Non, c'est ça. Là, j'étais en train d'essayer de penser au premier. C'était quoi le premier épisode de Darkseid cette année? Cette année, ça a été... Ben, je peux te dire. Attends. OK, toi, tu parles mes deux préférés dans toutes? Ouais. OK. Moi, je suis obligé de dire Jimmy Superfly Snuka. OK. Puis celui avec Chris Benoit. Ouais, Chris Benoit, c'était 2, mais ouais. ça j'embarque avec toi. Ça n'a pas été mon préféré, mais il n'y a aucun reportage qui a été fait sur l'affaire Chris Benoit qui a été plus loin qu'eux autres. Aucun. Non, c'était complet. Non, ils ont amené tous les angles possibles. Ah ouais. On a vu des photos, on a vu son gars, on a vu, écoute, là, puis Chris Jericho s'est bien gros impliqué dans celui-là. Il a permis à sa tante, là, la sœur de Woman, de réentrer en contact avec son neveu. C'était beau. C'était vraiment beau. C'est des excellents pics. Toi, JC? Écoute, Owen Hart, ça a été quelque chose que j'ai bien apprécié écouter. Comment les difficultés contractuelles que sa femme a connues avec la WWE. Tu sais, moi, il y a de quoi qui me fait vomir quand je vois, j'entends parler d'Owen Hart avec la AEW. Il y a un vomi qui m'arrive dans la bouche. Ah, moi aussi. Puis écoute, faut que j'y aille avec... mon épisode préféré, c'est le premier que j'ai vu, c'est Macho Man. Un match made in heaven. Ouais, c'était vraiment bon. C'est très, 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 très bon. Moi, c'est facile. C'est sûr que le numéro 1, sans aucun doute, c'est Brawl for All. C'est sûr. Ah, que c'était bon, ça aussi. C'était écœurant. C'était vraiment malade. Là. J'ai vraiment aimé celui du Brawl for All. Puis j'ai aimé ça parce que... Écoute, ils sont poches, mes choix. Mais c'est parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ces deux-là. C'est Brawl for All puis Screwjob. Ouais, le Screwjob, je les ai tous aimés, là. Je les ai tous aimés. Tu sais, je pense à celui de Bruiser Bedlam, qui était écœurant, le gars des gars de Bessic, qui est lutteur pour Jim Cornette. Il se promène en sandales, puis en Jeep, pas de top, en plein hiver. Puis, tu sais, il y a eu plein de... Dynamite Kid, c'était écœurant. Les 2 épisodes de Brian Pillman, c'était écœurant. Owen, c'était écœurant. Il y en a eu plein. Mais moi, les 2 auxquels je reviens tout le temps, là, c'est toujours... Oui, c'est sûr, je vais regarder ça, le paradoxe. Mais les deux sur lesquels... Ouais, les 2 sur lesquels je reviens tout le temps, c'est le Screwjob puis c'est Brawl for All. Parce que ce sont des événements qui ont... Je ne veux pas dire que les autres, ça n'a pas été le cas, mais ça a tellement marqué la lutte.
Brawl for All, ça a été la fin de la carrière de Dr. Death. Oui, définitivement. Puis écoute, tu sais, c'est le seul documentaire qu'on a qui va assez loin dans le Brawl for All. Oh, ouais. Tu sais, ils ont été sortis des gars et des informations. Moi, j'adore la façon qu'ils produisent tout ça. C'est vraiment. Ça aurait été facile de t'en nommer 5 puis t'en nommer 10, Martin, des épisodes de Oui. Dark Side of the Ring, parce que comme tu dis, ils sont tous excellents. Ils vont à fond sur le sujet. Regarde l'épisode qu'ils ont fait sur Dino Bravo, on ne l'a pas mentionné, mais ça a été excellent aussi. C'est très bon. C'est très, très bon. C'est parce qu'on savait beaucoup d'éléments de l'histoire. Ouais. Mais, tu sais, j'ai aimé le retour sur Jacques Rougeau puis Dynamite Kid, puis la fameuse histoire de laisser une note. Puis, hey, Jacques Rougeau, là, ce qu'il prétend, c'est que parce qu'il avait donné un papier, je me souviens plus exactement de la logistique des affaires, mais parce qu'il avait donné un papier sous-entendant qu'il y avait des connexions avec la PEG montréalaise, Dynamite Kid puis sa femme, ils ont vendu leur maison. Pense à ça, là. Tabaslac. Non, il y a eu tellement. Puis là, ben, l'autre affaire, là, puis on ne part pas là-dessus parce qu'on va encore manger 20 minutes, mais OK. Hey, la semaine prochaine, on fait ça. Là, j'en ai un bon topic pour la semaine prochaine. Notre top 5 de sujets dont on parlerait dans une prochaine série. Boom. Okay. Ouais, j'aime ça. 5 suggestions pour Dark Side of the Ring saison 5. Tiens. Voilà. Bon, ben, hey, les boys, on va prendre un break de tourne cette semaine, les amis, désolé. Et ben là, on va faire une petite pause commerciale rapide. Après ça, on va revenir avec Steve, puis ça va être le close. Donc, voilà, on a déjà, écoute, il est déjà 8h30. Il y a du scum qui s'en vient. Venez vous scummer à la face. Fait que, tiens, justement, dans le contexte de ça, ben, on va aller voir une petite pause qui va traiter exactement de ça. Fait qu'on vous revient, ça sera vraiment pas long, chers amis. Selon les experts, il semblerait qu'une bonne respiration est la clé. Ah, de l'arbre. Petit venin. Oh, il y en a 2 en plus. Les zombies. Tour de magie. So many dumb ways to die. Hey, JC nous a montré quelque chose. Il faut absolument que tu ressortes ça. Là. Je ne sais pas si tu as encore tes petits gants, mais regardez cette superbe pièce de collection, n'est-ce pas? Montre-nous ça. C'est magnifique. On regarde ça. Wow! La seule affaire, super, fais juste descendre un petit peu. Oui. Monter un peu. Ah, encore une petite affaire. La seule différence, je pense, avec l'original, c'est que le joyau était mauve. Il est mauve, Martin. OK, bon. Avec l'éclairage, il sort noir, OK. mais il est mauve. C'est superbe. Superbe. Ouais, comme je te disais, Ordonne est en zinc. Elle pèse quasiment 4 kilos.
Ta boîte, c'est pas loin de 10 livres, ça, là. Ouais, tu sais, tu te mets pas ça sur la tête longtemps. Non, puis tu sors pas ça. Tu fais juste flasher ça, faire chier le monde. Puis les Je prendrais une belle boîte de verre, là, Ouais. JC. Ah, j'ai déjà commandé ça s'en vient. Bon, Je vais avoir un parfait. beau présentoir pour savoir son petit tapis en velours, toute la patate. Mais toi, là, t'as jamais pensé à un moment donné de te pogner un kiosque à Comic-Con ou faire de. Faut que tu montes ça au monde. Toutes tes affaires, la veste de Goldust en arrière. T'as pas des culottes de qui, donc, Kid Tankman? Les culottes de Rick Martel. Rick Martel. Faudrait que tu montes ça à un moment donné. Faudrait qu'on fasse une petite exposition. Là. Serais-tu down? Ben ouais, faudrait checker ça. Faudrait produire une petite vidéo, montrer ça. Ouais, ou on pourrait faire une petite exposition VIP avec les membres Patreon au musée. T'sais. Ouais, quelque chose du genre. Ouais. Ah ouais. Avec les belts, puis tout ce que. Bon, tout ce que parfait. ouais. Steve, t'as une chronique pour nous autres. De quoi nous parles-tu cette semaine, mon cher? Hey, cette semaine, les boys, là, j'avais le syndrome de la page blanche pas mal. J'étais en panne d'inspiration pour ma chronique. Donc, je me suis promené pas mal sur le web jusqu'à temps que je me trouve quelque chose que j'avais le goût de parler, tu sais. Ben, c'est pas correct. Puis quand on cherche trop, ben, on finit des fois par trouver, puis c'est ça qui est arrivé. Puis je vais vous expliquer, mais je dois commencer par le commencement, là. J'ai commencé à fouiller des shows de lutte, lesquels qui avaient eu le plus de monde. Tu sais. Puis, saviez-vous ça, les boys, qu'il y a eu juste 2 shows de lutte dans l'histoire qui ont attiré réellement plus de 100 000 personnes? Ben, il y en a un que je sais, là. Tu parles-tu de partout sur la Terre? De partout sur la terre. OK. Ben, c'est sûr qu'il y en a un qui est en Corée du Nord. OK. Là, Martin puis JC, je vous arrête. OK. Le premier, puis c'est aussi le record, il est survenu en Corée du Nord, C'est ça. à Pyongyang, Pyongyang, Oui. le 29 avril 1995. Il y a eu 165 000 spectateurs. 2 soirs. C'est ça. C'est que le deuxième, c'est le lendemain. Puis ce qui est arrivé en vrai... En fait, hey, Steve, c'est un épisode de Dark Side. Oui, mais ce qui est arrivé en vrai, puis c'est drôle, là, c'est que l'assistance que je viens de nommer, le 165 000, il n'est pas réel. Le premier soir, il y a eu 150 000 personnes puis au Mayday Stadium. Puis le promoteur, il a dit, on va annoncer 165 000. Mais le deuxième soir, il y a eu 165 000. Ouais. Fait que là, il a fait comme, bon, là, on a boosté, là, il dit, on n'a pas le choix. Ils ont annoncé 190 000. C'est les 2 seules choses qu'il y a vraiment eu 100 000 personnes. Oh, mais attends, là, celui qui avait eu lieu au Texas, là, le fameux Mania, là, c'était pas plus que 100 000? Il n'y aurait pas dit qu'il avait battu Mania 3? C'est 97 000 OK. en réalité. OK. Là, les boys, vous me suivez, là. Oh, oui, Je absolument. parle des assistants. Ouais, on est là. Mais c'est là que ça va dérailler. Parce que quand j'ai dit que j'ai trop cherché, j'ai vraiment trop cherché. Je me suis mis à analyser les lutteurs, ces cartes pour les plus grosses assistances. OK. Puis je vais être franc, j'ai retiré de ma liste les événements WrestleMania. Parce que, tu sais, quand tu vas à WrestleMania, tu vas là pour vivre l'expérience. C'est sûr. Tu vas pas à Mania juste pour voir Roman contre Cody, là. Non, Donc- ben non, parce que de toute façon, la qualité de l'expérience, ça doit être aussi grande, sinon plus, mais c'est pas pareil partout. T'es où pas les matchs. C'est ça. Mais en fouillant dans les plus grosses assistances, il y a un nom qui revenait souvent. Je le sais, c'est qui? C'est Golden Great Jim Lando. Jim Landos, voilà, Ouais. exactement. Jim Cornette parle tout le temps de ce gars-là. Il dit qu'il existait un gars avant Hogan qui a torché Hogan, puis que c'est lui. Ben, c'est ça. Fait que ce soir, les boys, je vais vous parler de Jim Landos. Ah, ben c'est bien ça. Landos, c'était Intéressant. l'une des stars les plus populaires du circuit de la lutte professionnelle dans les années 30 et 40. Né Christos Théophilou en 1894 en Grèce, il est le plus jeune d'une famille de 13 enfants. Avant d'arriver aux 13, États-Unis, rien là. Mon père était à 15. avant d'arriver aux États, le jeune Landos, il était berger. Son père, c'était un lutteur amateur de grande réputation en Grèce. Puis on dit qu'il a initié son fils à la lutte amateur dès que son gars était capable de marcher. Puis le paternel a commencé à en parler autour de lui parce qu'il s'est aperçu rapidement que son fils était doté d'une force spectaculaire puis d'un talent loin au-dessus de la moyenne. À l'âge de 13 ans, Landos s'est enfui de chez eux puis a fini par immigrer aux États-Unis.
Là, il faisait plein de petits jobs comme garçon de cabine, des travaux sur la construction. Puis, il a même posé nu à 14 ans pour des cours de dessin. Oh. Ben, faut qu'un gars mange. Hein? Ben oui, puis il a fini par décrocher un emploi d'attrapeur dans un numéro acrobatique dans un carnaval. Ça, c'est drôle. Puis c'est là qu'il a découvert la lutte professionnelle. Puis c'est dans un carnaval que Londos a appris la lutte professionnelle. Tu sais, quand je vous dis que Londos, c'est un tough, là, quand tu pars de chez vous, tu traverses l'océan à 13 ans pour t'enfuir, là, faut que tu aies du cran, là. Donc, Londos avait du cran, puis il s'est mis à apprendre plusieurs styles de lutte différentes, puis il s'est laissé séduire par un art martial quand il était à San Francisco, dans le quartier chinois, le Jiu-Jitsu. Pour donner une idée de grandeur, là, regardez l'autobiographie de Lutez, puis Londos est décrit par Lutez comme le meilleur worker de l'époque puis un artiste de haut niveau. Ah oui, tout à fait. C'était un following culte qu'il avait. Oui. Les premiers matchs de Londos ont eu lieu en 1912. Il luttait sous le nom de Christopher Theophilus. Puis il est arrivé au ring en habit de travail, en chienne, là. Puis après quelques années, il a abandonné ce rôle-là pour lutter sous le nom de Jim Londos, puis devenir un lutteur professionnel, pas de gimmick, en petit maillot. Londos est devenu, dans les années 30-40, le lutteur le plus populaire, puis il a continué d'attirer des foules jusqu'en 1959 en affrontant plusieurs champions, dont Ed Stronger Lewis, Dick Seacat, Ray Steele, puis Joe Stetcher. Londos devait lutter dans les années 30 contre le jeune Lutez, mais l'entraîneur de Lutez l'a retiré du match parce qu'il craignait que Londos essaie de le blesser parce que c'était un gars qui est un adepte du shoot wrestling. Pour donner une idée, là, quand Londos est retourné en Grèce en 1928, là, la population là-bas avait de la misère à manger, puis il a tout de même attiré 55 000 personnes au stade. C'était toute proportion gardée. Jim Cornette, lui, prétend que Jim Londos était plus populaire qu'Hulk Hogan à son pic. En 1933, Londos, il ne s'est pas arrêté là. Il a participé à un combat d'exhibition de style mix contre le maître de Jiu-Jitsu, Oki Shikina. L'une des stipulations, par exemple, c'est que Londos devait porter un kimono. Le match s'est terminé après 1 heure, puis c'était un match nul. Le maître n'a jamais réussi à remporter le match. Ça, là, c'est un peu comme si Chris Jericho allait affronter GSP dans un octogone, mais que GSP ne parvenait pas à gagner. Ouais, c'est ça. Tu sais, juste avant de prendre sa retraite, Londos s'est marié avec Herva Wright dans le Missouri. À l'époque de leur mariage, elle était décrite là, comme une avatrice de Saint-Louis. Le couple a eu 3 enfants, Diana, Demetra et Christina. La famille Londos a déménagé en Californie où elle s'est installée sur un terrain de 10 acres. Puis Londos a commencé à s'occuper de son verger puis de quelques investissements. Puis a consacré le reste de sa vie publique à des œuvres caritatives. Londos était considéré comme un héros national. Son match qui a attiré le plus de monde en Grèce a attiré 99 000 personnes. Puis on parle de ça dans les années 30. Ouais. C'est du monde à la shop, là. Londos a été honoré par le président des États-Unis, Richard Nixon, puis par le roi Paul en Grèce pour ses efforts philanthropiques. Ce gars-là est décédé le 19 août 1975 et il est enterré au Hawk Hill Memorial Park en Californie. Jim Londos, selon plusieurs, Martin, tu me l'as volé, puis je m'en ai dit, dont Jim Cornette, est considéré de loin plus populaire qu'Hulk Hogan dans son temps. Ah oui, puis c'est parce que, tu sais, là, faut pas que vous oubliez, là. Oubliez pas ça, là. On remplissait des arénas de 90 000, c'était pas régulier. Il y a eu le fameux combat Carl Gotch contre George Hackenschmidt là, qui avait eu, puis toutes ces affaires-là. Il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de TV, il n'y a rien, là. C'est les journaux, c'est le word of mouth, c'est le bouche à oreille, c'est le fame que ces workers-là avaient. Le gars qui a mis le gars qui a mis la lutte professionnelle à la télévision sur la map, c'est Gorgeous George. C'était dans les années 50. La majorité de ce que Steve vient de vous parler là, il n'y a pas de lutte à la TV, là. Non.
C'était sur le Dumont Network. Puis c'est là que Vern Gagné a commencé là. Lutez a commencé là après. Mais le gars, c'était Gorgeous George. Mais non, moi, j'ai entendu parler très souvent de Jim Londos. Puis je suis content que tu en aies parlé. Puis tu as parlé, je vous invite, ça doit être dans la saison 4 ou 5. Il faudrait que je retrouve ça. On ne faisait pas ça en vidéo à l'époque. Je vous ai parlé, j'ai fait une série, moi, de 3 chroniques qui parlent du Goldust Trio. On ne parle pas ici du lutteur Goldust, on parle de 3 personnalités hyper importantes du monde de la lutte. Il y a d'ailleurs un livre, si tu as la chance de mettre la main là-dessus, s'appelle The Fall Guys. C'est Toots Mondt, qui est devenu un des actionnaires de la WWE dans les années 60, fin 50, 60, 70. Donc, Toots Mondt, Ed Strangler Lewis, t'en as parlé, qui était le shooter des shooters de l'époque. Et un autre gars qui s'appelait Billy Sandow, qui avait pris son nom de Eugene Sandow, qui était l'homme fort. Ça avait vu le film Louis Cyr, on en a parlé. Ça a été comme un peu le premier bodybuilder planétaire, là, que tout le monde savait c'était qui a jamais voulu d'ailleurs affronter, si je ne m'abuse, Louis Cyr. Parce que Louis Cyr, c'était pas un bodybuilder, c'était l'homme le plus fort de la Terre. Puis ces 3 gars-là, ce sont eux qui ont inventé la lutte moderne. C'est eux autres qui ont sorti ça des carnavals, c'est eux autres qui ont mis un arbitre, c'est eux autres qui ont inventé les valets, le titre ne change pas de main par une disqualification, les matchs par équipe, tout ça, là, c'est ces 3 gars-là qui, à un moment donné ou un autre, ont rendu legit la business de la lutte professionnelle. Ils ont scénarisé la lutte. C'est ça, c'est ces 3 gars-là. Et Ed Strangler Lewis, et d'ailleurs, fait partie du premier Screwjob qui s'est passé à Montréal. Évidemment, la fameuse morsure de, comment il s'appelait? Henri de Gland, on n'a pas de même, je me souviens plus. Là. Henri de Gland. De Gland, oui, mais c'est un français, fait que c'est ouais. de Gland, en tout cas, peu importe. Et la morsure, dans ce temps-là, les disqualifications. Voyons, Martin, parle en français. Disqualification. Les disqualifications, merci Steve, une première en 3 ans que Steve me reprend. Puis ça avait fait en sorte que c'est de Gland qui avait ramassé le titre. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien que si Ed Strangler Lewis ne voulait pas perdre, il n'aurait pas perdu. Fait qu'ils n'ont pas eu le choix d'y faire un screwjob. Et ce serait ce qui, présumément, aurait inspiré Jim Cornette à dire à Vince, à l'époque du Screwjob de Montréal, le 2e à Survivor Series, de s'organiser justement pour. Il se serait inspiré de ce Screwjob-là pour en arriver avec le finish que ça a donné. Et, par la bande, changer l'histoire de la lutte à tout jamais. Parce que c'est là qu'on a connu Mr. McMahon et qu'on a eu droit au meilleur heel de l'histoire de la lutte. Personne ne va toucher à Vince pendant la Attitude Era. Il n'y aura jamais un meilleur heel que ça. Parce que c'était vraiment à lui, la compagnie. Oui, ben c'est ça, c'était legit. Fait que, voilà. Puis on va souhaiter à Boston Pat bonne chance parce que lui, il veut un Raw ou un SmackDown par année à Québec. On va lui souhaiter, bien sûr. Puis probablement que ce qui s'est passé cette semaine solidifiera peut-être la ville de Québec comme endroit où il serait tout à fait avisé de tenir des événements de la WWE. Là, les amis, ce qu'on va faire, comme je vous le disais tantôt, comment dirais-je, on s'est fait pogner un petit peu, là, on va le dire demain. Fait qu'on va faire une pause, puis on va revenir pour le close. Voilà. Pour Alex, des samedis matins remplis d'art et de zénitude, c'est une vieille habitude. Une vieille habitude. Samedi, 9h, sur Touski TV. What a rush, certain. Hey, on avait bien des affaires à jaser cette semaine. Ça paraissait qu'on avait pris une semaine off. Steve, qu'est-ce qui se passe avec toi en fin de semaine? T'es-tu occupé quelque part? Oui, hey, là, les boys, là, je vais vous donner une primeur. Ah oui, donc. J'ai plus de date de disponible jusqu'en janvier. Wow. J'ai conclu une entente avec BCW, ICW puis NSPW à Québec. Fait que j'ai plus de date. Fait que là,
Guylaine a fait ses valises ou? Non. Moi, écoute, je dis chanceux. Ça. C'est pas de la chance. Ma femme travaille une fin de semaine sur 2. Elle est infirmière. Donc, pratiquement toutes les fins de semaine qu'elle travaille, moi, je prends en route. Puis, je vais profiter de... Parce que j'ai dit que décembre 2024, ça allait être fini. Puis, ma femme m'a obstiné l'autre fois en disant que j'avais dit 2023, mais j'ai toujours dit 2024. Je vais profiter de ce temps-là. Oui, en fin de semaine, je vais être à la place Valois des Promenades Ontario à 13h. Ah ouais, je vais aller faire mon tour. Moi, je vais aller faire. Oui. Puis, OK. Moi, je m'engage, Martin, à te faire. M'engage à ce que si t'es là, tu vas t'en souvenir que tu as vu un gala de lutte. Ouais, je sais qu'est-ce que tu veux faire, mais c'est parce que le problème, c'est que j'aurais peut-être pas quelqu'un avec moi pour se charger de prendre des images de ça. OK. Inquiète-toi pas, on a du monde pour ça. Bon, parfait. Fait que, écoute, je me suis engagé. J'ai dit que j'irais faire mon tour. Fait que je vais être là. Ouais, puis t'as juste à me buzzer si t'es proche, Martin. On va s'arranger. Ben oui, on va Pas de t'emmener problème. ringside. Pas de problème. Puis c'est ça, je suis là, c'est à 13h. Mais là, le monde qui nous écoute, là, ils vont avoir entendu le show à temps. Les gens qui sont dans le chat, venez donc faire un tour, venez me saluer. Je vais être là. Moi, je ne serai pas dans le ring. Vous pouvez me dire, venez me serrer à la pince. On va jaser de lutte un peu. Puis après ça, vous rirez de moi. Fais juste attention à mon genou, s'il te plaît. C'est la seule affaire que je te demande. C'est mon genou droit. OK? Non, pour vrai, la dernière fois que la ICW avait fait un gala sur la première Ontario, on parle de 1200 personnes à peu près qui s'étaient présentées. Oh, ouais. Qui avaient, puis, moi, je suis allé, que, là, 3 semaines. Ouais. C'est bien cool. Là. Je peux dire que la carte est de loin plus relevée que la dernière fois. Fait que si vous avez aimé ça la dernière fois, vous allez capoter ce coup-là. Bon, la preuve, je suis là. Ben là, fais-toi des cartons. Toi, mon JC, fait qu'on sait que tu vas être là samedi, c'est sûr. Ben oui, je vais être là samedi, puis j'ai tellement hâte d'être là. Les galas de la promenade Ontario comme ça roche la gars. Il y a une ambiance particulière. Ouais, c'est vraiment cool pour vrai. Les gars, ils aiment ça, sont à la maison. Le public est dedans. C'est vraiment une belle façon de finir l'été. C'est pas mal ça. Puis, on the side, je vais en profiter aussi pour dire que la semaine prochaine, on va faire un top 5. Fait que c'est le retour des top 5. Oui. La semaine prochaine, c'est le retour aussi de Scrap-A-Mania. Oh, yes! Ça va être un gros show, ça veut dire. Puis là, je vous le dis, tout le monde, là. Puis si vous avez des commentaires là-dessus, là, il faut que je fasse un cri du cœur. Moi, je trouve, les boys, puis je suis pas objectif. Je suis conscient de ça. Sortez-moi pas. Ouais, mais Marc, t'es pas objectif. Je le sais. Sauf que moi, je considère que nous sommes un petit peu victimes de notre plage horaire parce que je trouve que le show est meilleur que le nombre de personnes qui nous regardent. Puis, on va se dire les vraies affaires. On mettra pas des gants blancs. C'est les mercredi le mercredi soir. C'est mon cousin, là. C'est comme mon frère. Fait que je suis pas en train de parler dans son dos. Puis je comprends très bien que il y a une grosse partie des gens qui aiment Twitch qui soient monopolisés à regarder ça. C'est un excellent show. Fait que maintenant que ceci a été dit, JC travaille de nuit, les fins de semaine, il est booké. Steve, il a un emploi du temps chargé, il a une job de jour, puis il lutte à tous les fins de semaine. Fait que là, je fais appel aux gens qui écoutent Le Coréron. Si vous avez des idées, des suggestions de plage horaire, nous autres, là, on veut savoir quand est-ce que ça vous tente que ça ait lieu, le Coréron. Puis je comprends que les gens qui sont dans le chat, c'est peut-être pas des fans des Mercronspi non plus, là, c'est correct. Mais moi, j'aimerais ça qu'on trouve tous ensemble une plage horaire ou une méthode d'enregistrement, quitte à ce que le show soit pris tape. C'est sûr que c'est plate parce que là, on ne peut pas interagir. Moi, je préférerais que ce soit pas ça. Mais j'ai pas de réponse, j'ai pas de solution. Je n'ai pas parlé avec Steve, je n'ai pas parlé avec JC, on fera ça en temps et lieu. Mais moi, je veux savoir, le monde qui nous écoute et qui nous regarde, est-ce qu'il y a une plage horaire plus optimale pour vous autres? Le pire qui va arriver, c'est qu'on ne changera rien, parce que là, ça fonctionne. Le pire qui va arriver, ça va être ça. Sauf que moi, je continue de dire que y a le show, la qualité des recherches qu'on fait, du contenu qu'on présente est diamétralement opposé au nombre de personnes qui peuvent nous regarder les mercredis. Fait que je vous colle la shot, les boys, meeting de prod live, là, pas là, mais on va s'en reparler de ça parce que je trouve que justement, tu sais, puis l'autre affaire, c'est qu'une autre des problématiques qu'on avait,
Il y a de la lutte à tous les fucking soirs. Fait que là, tu vas dire, mais le mercredi, c'est Dynamite. Le lundi, c'est Raw. SmackDown le vendredi. Samedi, c'est Collision. Whatever. Mardi, il y a NXT. Et voilà. Fait que là, on ne prendra pas cette décision-là en fonction de qu'est-ce qui joue à TV. Là. On va prendre cette décision-là en fonction de nos horaires respectifs, mais aussi en fonction des gens qui nous regardent. Ça, c'est vous autres. Puis on voudrait que vous faisiez partie de cette conversation-là. Maintenant, il n'y a rien qui change à court terme. On se calme. Il n'y a pas d'annonce formelle qui est faite. Je veux aussi dire merci aux gens qui sont... D'ailleurs, on a des nouveaux membres cette semaine. On les remercie. Je vous rappelle que si vous voulez faire partie de la communauté de la Rib Room, patreon.com/ToutSkiTV, c'est 5$ par mois. Ça ne coûte pas plus cher que ça coûtait dans le temps pour être membre du Rib Room. Puis vous avez 50 fois plus de contenu. Là. Vous avez tous nos shows en rediffusion, tous ceux qui font partie du rattrapage sur ToutSkiTV. Puis vous avez accès, bien sûr, à la Rib Room. Fait que là, je veux que ça soit hyper clair. Là. Si actuellement, il y a des gens qui écoutent en rediffusion ou live ou en podcast qui sont des membres de patreon.com/ToutSkiTV et que vous n'avez pas accès à la Rib Room et que vous voulez l'avoir, il faut nous écrire, soit sur Patreon, soit à moi personnellement, Martin Godette, Page Pro sur Facebook ou de GoMart sur Twitter en DM ou sur le compte Twitter du show sur Twitter qui est Carré Old School. Parce que nous autres, on ne le sait pas. Là. On ne peut pas le savoir pour vous autres. Puis on ne mettra pas tous les membres de ToutSkiTV dans la Rib Room. On va y aller plus à la pièce. Fait que communiquez avec nous puis dites-nous-le. Hey Marc, je suis membre Patreon puis je veux être dans la Rib Room avec vous autres. Tu vois, il y en a eu un cette semaine. Je l'ai envoyé à JC. Puis c'est pas long. Là. C'est pas un long processus. L'autre affaire, dernière affaire là-dessus. J'ai fait un sondage au sein des membres de la Rib Room à qui j'ai carrément posé la question. Êtes-vous membre Patreon? Avez-vous l'intention de le devenir? Je veux juste vous le dire. Il va y avoir une publication dans la Rib Room et par souci de transparence, par souci de respect pour les gens qui sont membres, ceux qui n'ont pas adhéré à ToutSkiTV, c'est très chaleureusement qu'on va vous dire un énorme merci, mais vous serez retiré de cette pièce-là si vous ne l'avez pas fait déjà vous-même. C'est juste une question de respect pour ceux qui payent. Puis, tu sais, on peut pas... De toute façon, on n'a pas besoin de m'étirer là-dessus là, pendant des heures. Merci à tous ceux que ça concerne. Il n'y a pas de noms qui me viennent en tête, puis même s'il y en avait, je ne les prononcerai pas. Mais merci d'avoir soutenu le Coréron pendant aussi longtemps. Et vous avez toujours l'opportunité de revenir. Il n'y a aucun problème là. Patreon.com/ToutSkiTV. Vous rentrez, vous sortez. C'est pas un contrat de 2 ans. C'est pas un cellulaire. Vous ne saignerez pas du nez. Puis, enfin... vous allez pouvoir jaser de lutte sans vous cacher. Et en faisant votre coming out, parce que nous sommes pour l'inclusion, contrairement à Jeff Fillion. Et même si vous n'êtes pas woke, vous pouvez venir, puis vous allez avoir du fun pareil, parce que c'est pas de tout ça qu'on parle dans cette communauté-là. On parle de lutte. Voilà. De tout ce qui en détourne. Oui, de tout ce qui tourne autour de... des memes, des jokes, des prédictions, comment tu as trouvé ça, les watch-along du Big Four. Puis là, ben, va falloir qu'on regarde, aussi nos agendas respectifs parce que ça serait le fun qu'on se fasse un petit watch-along pour All-In à Wembley. Là. Je pense que ça le mérite. C'est dimanche, ça? C'est dimanche. Oui, c'est ça. Je pense que c'est... Ah ouais, non, ça va être difficile. Je pourrais pas. Ouais, t'as un gros horaire le dimanche. Ouais, hein? puis c'est pas juste ça, c'est le retour du crachoir. Puis demain, c'est le retour de l'Express. Demain midi, venez faire un tour ici même sur Twitch. Je retrouve mon comparse Frank pour un Express retour de vacances. Puis après ça, dimanche, ben, c'est le retour du crachoir live à 19h30. Mais c'est sûr que quand je vais avoir fini mon gros dimanche, c'est certain que je vais aller zioter ça, ou en tout cas, trouver une manière de le regarder. Et évidemment qu'on va toutes vous épier. Quel show on va avoir la semaine prochaine? All-In, 5 idées de Darkseid, Scrap-A-Mania, ça te boucle un show, ça. Ouais, ben là, je vais dire comme Eddie Kretschmann, faites votre train de bonheur parce que... Puis en plus, la semaine prochaine, ça va être le retour des 2 tonnes. Oui, absolument. Fait que, on se laisse là-dessus, mes chers amis. On vous rappelle, d'ici vendredi midi, ça va être disponible en podcast partout sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, tout bon podcatcher, Android. Bien sûr, ce soir, ça va être disponible sur patreon.com/ToutSkiTV. La semaine prochaine, ça va être disponible sur la chaîne YouTube du Coréron.
Et d'ici là, on se laisse sur l'excellente musique de mon grand chum Super Dave. Meilleur match-up de musique... Match-up, je crois que je le dis comme Steve. Meilleur mash-up de musique de lutte, de shows qui sont présentés pour l'instant les mercredis à 19h sur twitch.tv/TouskiTV. Et c'est l'œuvre de mon grand chum Super Dave Birubé, qui a un nouvel album d'ailleurs qui est sorti de sa formation qui s'appelle Gun Toy. Allez chercher ça sur Bandcamp. Puis télécharger ça, je pense que ça coûte... écoute, c'est un prix ridicule. Allez acheter ça. Puis consommez, mes chers amis. Salut les boys, merci beaucoup. Faites attention à vous autres. On se reparle la semaine prochaine avec un gigantesque show. Ciao! Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.